Pour moi, à ce jour, le meilleur moyen d'être libre, je dis pas d'être riche, je dis d'être libre, c'est de basculer vers le freelancing parce que si vous avez une compétence, même si vous n'avez pas de compétence, juste en monétisant quelque chose, en vendant un service, vous pouvez en fait commencer à générer vos premiers revenus et partir en fait. Danang, 1000 € par mois, c'est le grand luxe, hein. Les gens ils se rendent pas compte. La mer à 2 minutes à pied, les plats, tu manges local, la nourriture vietnamienne délicieuse, 1,50 € par plat, la salle de sport, 20 € par mois. T'as pas besoin de plus dépenser pour être bien, t'es super heureux comme ça. Donc si tu as besoin de lancer ton business ou maintenir ton business de freelance, t'as juste trouvé la destination parfaite. Partir sans être couvert, c'est quelque chose de très dangereux et que je ne recommande pas du tout. C'est vrai que nous, en tant que Français, on est un peu habitué à être chouchouté de ce côté-là, en mode on arrive à l'hôpital, salut, j'ai une carte vitale, tu vois. Donc à l'étranger, c'est différent. Vous arrivez à l'hôpital, le premier truc qu'on vous demande, c'est des fois votre carte bleue. C'est parti pour un podcast avec monsieur Dim Abroad. Salut à tous. Merci d'être sur la chaîne. Avec plaisir. Du coup, moi, je t'ai vu passer dans une vidéo YouTube sur Danang, qui a été ton gros carton. Ouais, exactement. On peut dire que c'est ton tube si t'étais chanteur. C'est mon hit de l'été passé, ouais, exactement. Également dans un podcast avec Théophile Hélier. Et on s'est retrouvés par hasard ou pas par hasard, il n'y a peut-être pas de hasard dans la vie, à table ensemble parce qu'on a un ami en commun, Marc, à Pattaya il y a quelques jours. Exactement. Et du coup, on s'est dit, on va faire un petit podcast. Exactement. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, on va dire, dans les grandes lignes, quel a été ton parcours? Ouais, bien sûr. Du coup, moi, c'est Dim, de mon vrai prénom, Dimitri, mais je préfère qu'on m'appelle Dim. Je suis français, je suis né en France, j'ai grandi en France dans une ville de la Drôme qui s'appelle Valence. Par la suite, j'ai fait mes études du côté de Lyon. J'ai eu un premier emploi, une vie on ne peut plus classique. Donc, j'ai fait un BTS en commerce international. Ensuite, j'ai enchaîné avec une admission parallèle où j'ai fait une école de communication. Sorti d'école de communication, j'ai trouvé un emploi de responsable communication. C'était à Dardilly, donc un petit peu au-dessus de Lyon. Donc j'avais une vie on ne peut plus classique, hein, métro, boulot, dodo. Enfin, on va dire. Je prenais pas le métro, je prenais la voiture et je prenais le tunnel de Fourvière pour ceux qui connaissent Lyon. Je sais qu'ils adorent ce tunnel. Donc voilà, j'avais le train-train quotidien classique du jeune cadre dynamique, on va dire. Et puis, il s'est passé quelque chose de dramatique dans notre monde. On s'est retrouvés tous enfermés chez nous un jour. Et là, ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'avais déjà créé une micro-entreprise à l'époque pour arrondir les fins de mois, pour faire un petit peu d'argent en freelancing. Et en fait, au moment du Covid, j'ai essayé de lancer plusieurs choses. Je me suis mis un petit peu dans le e-commerce, ça n'a pas extrêmement bien marché. Du coup, je me suis tourné vers le freelancing parce que je sentais que ça mordait un peu plus. Donc, j'ai basculé vers dans cette direction-là. Et étant donné qu'on s'était retrouvés enfermés, je sais pas, ça m'a rendu super anxieux. Je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas un peu découvrir le monde? Et puis, il y a des pays qui étaient peut-être ouverts à ça. Il y avait bel et bien un pays, en l'occurrence, qui était ouvert. Je suis tout simplement parti avec mon ex-copine à l'époque au Mexique pendant 5-6 mois. Et là, pour moi, ça a été la révélation. Mon business commençait donc de freelancing et commençait à faire ça. Pour être un peu plus précis, j'étais social media manager. Je travaillais principalement dans le secteur B2B, donc beaucoup d'autres entreprises qui vendaient elles-mêmes des services à d'autres entreprises. C'est quoi comme job au quotidien? Au quotidien, alors je faisais content creation, donc je créais beaucoup de contenu, je faisais les stratégies. Typiquement, un client, il venait vers moi, il me disait, bon, bah voilà, nous, on a fait cet événement-là, le mois prochain, on a cet événement, en interne, on a sorti des articles. Comment on transforme tout ça sur les réseaux sociaux? Donc moi, je leur conseillais les réseaux sociaux vers lesquels on devait aller. Pour la plupart du temps, vu que j'étais beaucoup dans le B2B, c'était majoritairement LinkedIn et un petit peu d'Instagram quand même. Okay. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des grosses entreprises et j'ai aussi travaillé avec pas mal de startups, dont certaines qui ont pas mal explosé par la suite, qui marchent encore bien à ce jour. Et donc voilà, ça a été mon activité pendant de nombreuses années qui m'a permis de voyager, de découvrir le monde. Donc j'ai commencé avec le Mexique, après j'ai pas mal enchaîné avec d'autres destinations sur lesquelles on reviendra très certainement par la suite. Et aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo, on est en Thaïlande. Donc voilà, j'ai passé aussi beaucoup de temps en Asie. Et tout ça, c'est voilà, grâce à quel âge? J'ai 30 ans. 30 ans. J'ai 30 ans, ouais. 30 ans, ok. Et donc, ce qui t'a poussé au nomadisme digital, c'est la pandémie, tout simplement? Ouais, en fait, de base, j'aimais bien voyager, mais sans plus, tu vois. J'allais pas les voyages classiques qu'on fait. On part un week-end à Londres, on part une semaine, je sais pas, aux Canaries ou autre. Et donc, j'aimais bien voyager. J'avais pas mal voyagé. J'ai eu de la chance grâce à mes parents quand j'étais un peu plus jeune. Et c'est vrai que quand j'ai réalisé, en fait, c'est un peu ça le déclic, que je pouvais travailler de n'importe où, je me suis dit, mais je vais pas rester en France, tu vois. Je me suis dit, bon, je vais découvrir un petit peu le monde. Et progressivement, bah voilà, j'ai découvert plein de pays. Je suis devenu en fait addict au fait de voyager.
et de découvrir le monde, et j'ai trouvé ça incroyable. Donc à ce jour, je voyage encore. Je suis passionné par ça. Du coup, c'est quoi ton ratio sur une année? Est-ce que tu es un full nomade digital, c'est-à-dire la personne qui bouge tout le temps, ou est-ce que tu as une base où tu passes, ce qui est mon cas par exemple, moi je passe 6-7 mois facile par an à Panama. Panama, ouais. Et le reste de l'année, je me balade. Alors, sur les 3 premières années, c'était... Alors, ça fait combien de temps que tu fais ça, Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser, ça fait 5 ans maintenant 5 ans que que je tu suis te balades. digital nomade, ouais, Okay. clairement. En fait, depuis la pandémie, il suffit de faire le calcul. Donc, ouais, ça fait 5 ans. Et en vrai, c'était quoi la question de base, pardon? C'est quoi ton ratio? Ah, le ratio, pardon. En gros, mon ratio, c'est sur les 3 premières années, je faisais vraiment du 2 mois, 3 mois par destination. J'enchaînais. Donc, j'avais pas de lieu fixe, à proprement dit. Et dernièrement, j'ai décidé de rester quand même 4-5 mois dans l'année, si ce n'est parfois plus, en Indonésie, du côté de Bali. Okay. C'est pour ça que j'ai créé aussi beaucoup de contenu sur Bali. Pourquoi je fais ça? Parce que quand même, voyager, ça fatigue un petit peu. Et je me rends compte aussi que j'ai rencontré beaucoup de personnes, des entrepreneurs, voilà. Donc ça fait quand même du bien de se poser. En plus, Bali, voilà, c'est pas horrible de se poser à Bali, hein, tu vois, c'est une très belle destination. Donc j'apprécie quand même me poser un petit peu 4-5 mois dans l'année à un endroit précis. Mais après, ma passion reprend le dessus. 5 mois d'une traite ou pas forcément. Ouais. Ça peut être 3 mois. C'est ça. Ouais. Ça. Et est-ce que tu notes un changement de productivité quand tu es à Bali versus quand tu es en mouvement? Oui, parce qu'en fait, à Bali, pour moi, alors je suis du côté de Canggu, à Perenan, même, c'est juste à côté de Canggu pour être un peu plus précis. En fait, la réalité, c'est que si j'ai choisi de rester sur le long terme et de m'expatrier là-bas, c'est parce que j'ai réalisé que j'avais le meilleur lifestyle, le meilleur mode de vie que j'ai réussi à avoir dans ma vie, c'était là-bas. Je peux détailler un petit peu si tu veux, mais en gros, les meilleurs clubs de sport sont là-bas. Enfin, c'est mon avis, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui seront d'accord avec moi. La nourriture, si tu veux manger hyper protéiné, si tu veux, tu peux vraiment choisir la nourriture qui te convient. Donc ça, c'est génial aussi. Tu te fais livrer pour 6-7 euros. Donc le coût de la vie, très intéressant aussi. Il y a plein de gens très intéressants à rencontrer. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Moi, j'ai rencontré des très gros entrepreneurs à Bali qui m'ont aidé dans mon business, qui m'ont donné beaucoup de conseils. Donc ça, là-dessus, je suis redevable déjà. Et puis, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et puis, bien évidemment, île tropicale, l'accueil des Balinais. Je me sens chez moi, tu vois. Et c'est quelque chose de pas toujours évident, qui est pas toujours évident quand on voyage, tu sais, ou de vraiment se sentir d'avoir son sweet spot, un endroit vraiment qui coche beaucoup de cases pour soi. Et à chaque fois que j'arrive à Bali, je fais je suis à la maison, tu vois, juste pouvoir se dire ça, c'est que c'est vraiment une bonne destination. Ouais, et vraiment à chaque fois que j'en rentre, je me dis c'est chez moi, tu vois. Donc c'est pour ça que pour l'instant, voilà, je passe pas mal de mois dans l'année à Bali, et le reste du temps, je retourne un peu aux sources, on va dire, et je revoyage un mois par-ci, un mois par-là. Et là, sur les 5-10 prochaines années, comment tu vois le découpage du temps? Puisque là, déjà sur 5 ans, tu as changé un petit peu ta mentalité à passer de temps à Bali. Est-ce que tu te vois très sédentaire dans le futur, ou quand même tu as l'appel de l'aventure? Franchement, j'ai vraiment cet appel de l'aventure. Tu vois, là, ça fait 3 semaines à peu près que j'ai quitté Bali. Et en fait, je suis trop content de redécouvrir. Alors, je connaissais déjà la Thaïlande, mais là, au moment où on tourne, on est à Pattaya. Et je connaissais pas ce coin-là. Et je suis trop content de découvrir un nouveau lieu, tu vois. Et en fait, ça te libère tellement de dopamine à chaque fois de découvrir un nouveau lieu. Je suis passionné par ça. Donc, en vrai, je me vois bien continuer sur 3-4 ans, un peu avec ce rythme 4-5 mois à un endroit fixe. Et le reste de l'année, je bouge. Je pense que c'est un sweet spot pour beaucoup de personnes qui aiment le nomadisme, ou enfin le fait de découvrir des choses, d'avoir la moitié de l'année sur une base et l'autre moitié à voyager. Et souvent, c'est pas 6 mois consécutifs dans les deux cas. Moi, j'entrecoupe de 2-3 fois par an que je pars 2 mois peut-être, voilà, ou 1 mois et demi. Mais c'est le cas aussi d'Olivier Roland que tu as rencontré, qui lui, depuis, je crois, 15 ans, fait ça, découpe ses années avec la moitié en voyage, la moitié sur une base. Donc ouais, je pense qu'on est beaucoup à bien aimer, à trouver un sweet spot là-dessus. C'est le luxe de notre mode de vie. En fait, c'est de pouvoir découvrir le monde constamment. Donc, c'est quand même... Pourquoi s'en priver? Si on était tout le temps en voyage, peut-être que ça serait trop. Tu vois, je pense que les 6 mois, je pense que c'est pas mal. C'est un bon compromis. C'est fatigant quand même de bouger constamment. Donc, je suis d'accord avec toi. Comment t'es passé de freelance à youtubeur influenceur? Alors, ça a dû être pas si compliqué que ça, parce que je savais pas que tu faisais du contenu dans ton job d'avant. Donc, Ouais, alors c'est du contenu différent. C'est vrai que YouTube est quand même assez récent. Au final, ça fait 1 an et demi que la chaîne a vu le jour.
Tu peux présenter d'ailleurs dans les grandes lignes pour ceux Bien qui sûr. connaissent pas. Alors oui, pardon. La C'est chaîne. quoi la chaîne? C'est quoi La chaîne s'appelle Dim Abroad. Ouais. Alors moi, je crée du contenu purement vlog. Donc, c'est-à-dire que je prends ma caméra, je me balade dans la rue, je vous présente exactement ce que je vois. Du contenu qui est principalement axé autour du digital nomadisme. Donc, traduction, travailler et se déplacer et visiter le monde en même temps. Donc, je vais faire pas mal d'analyses qui sont plutôt axées sur le coût de la vie ou alors des analyses plus globales sur un peu des guides de certaines villes. Par exemple, à Bali, je vais vous dire, voilà, si vous venez à Bali, les logements, ça va être tant. Les restaurants, que ce soit local, occidental, ça va vous coûter tant. Est-ce que vous pouvez rencontrer du monde? Est-ce qu'il y a une belle communauté de digital nomades sur place? Voilà. Je fais des analyses, en fait, et aussi des comparatifs. Voilà, c'est ce que je fais sur la chaîne. Et du coup, je t'ai coupé tout à l'heure. Non, mais comment t'es passé de freelance alors, j'ai toujours eu un tempérament un peu autodidacte ou alors qui aimait créer. Je considère être un créateur. J'aime créer des trucs de mes propres mains. J'ai appris plein de choses dans ma vie tout seul en regardant des vidéos YouTube ou en lisant des livres. Je peux te citer des exemples, mais quand j'étais plus jeune, j'ai appris à jouer 3 instruments différents alors que j'ai jamais pris de prof. Pareil. Dans une époque formidable. C'est incroyable. Avec YouTube, tu peux apprendre plein de choses. Ça m'a beaucoup aidé. Je fais aussi beaucoup de muscu. Moi, j'ai jamais pris un seul coach. J'ai acheté des livres et j'ai regardé des vidéos sur Internet, tu vois. Toujours grâce à des influenceurs sur YouTube en grande majorité. Et en fait, depuis que j'ai commencé à avoir ce mode de vie de digital nomade, je me suis dit, en fait, c'est une vie qui est assez originale et mes potes me posaient tout le temps des questions, tu vois. Je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Alors, au début, ce qui s'est passé, c'est que vu que je suis parti au Mexique et que c'était en période de confinement, il y avait un réseau social qui a explosé, c'était TikTok. Et moi, en fait, je voulais me lancer sur TikTok, tu vois. Parce que tu sais, souvent, quand on dit, quand il y a un nouveau réseau social qui arrive et qui explose, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Donc, c'est soit tu... Les premiers peuvent prendre des places. Exactement. Ça a été un cuisant échec. Ouais. J'ai essayé. Le problème, c'est que c'était ma première expérience de digital nomade. Avec mon ex, on bougeait tout le temps, tu vois, on bougeait toutes les semaines et tout. C'était hyper énergivore. Alors, bien entendu, on fait tous des erreurs. On y reviendra dessus peut-être un petit peu après, mais on bougeait beaucoup. J'essayais de faire des vidéos, mais j'avais pas le temps. En plus, elle était là. Elle me disait, ouais, moi, tu feras plus tard tes vidéos. Donc, au final, ce projet qui était en train de déclore, il est rapidement disparu, tu vois. Et après, c'est arrivé progressivement. Alors, je regrette de pas avoir lancé la chaîne plus tôt, genre juste après le Mexique, j'aurais dû le faire. C'est une erreur que je regrette un petit peu à ce jour. Mais quand je suis arrivé seul en Asie il y a 2 ans de ça, je me suis dit, OK, c'est ton année. Va falloir la lancer maintenant et t'as pas le droit de reculer. Ça m'a quand même pris genre 5-6 mois avant de le faire la première vidéo. J'ai posté la première vidéo. Elle est plus sur YouTube. Cherchez pas à la retrouver. C'était horrible. Je l'ai enregistré. Sauvegardé. J'avance 100 €. C'était à Bangkok et en vrai, je l'ai monté. Le montage m'a pris 2 jours alors que c'était un petit truc parce que pareil, le montage vidéo, j'ai appris moi-même. C'est de faire la première vidéo et forcément, on ne pas content du résultat. Mais c'est pas grave, c'est de mettre un pied devant l'autre. Exactement. Et en vrai, de fil en aiguille, je me suis pas mal comparé à ce qui se faisait déjà sur YouTube. Et après, j'ai réussi à être un peu meilleur sur Final Cut Pro, qui est le logiciel que j'utilise pour monter, à savoir que je monte toutes mes vidéos. C'est un truc qui me passionne. Une nouvelle passion, tu vois. Et après, automatiquement, plus tu fais des vidéos, plus tu arrives à les tourner rapidement, plus tu arrives à les monter rapidement. Et c'est ce qui fait que la chaîne, maintenant, à ce jour, au moment où on tourne cette vidéo, on a dépassé les 15 000 abonnés. Et je publie une vidéo par semaine. J'arrive à me tenir à ce rythme. C'est pas toujours évident, mais en fait, je suis vraiment passionné par ça et je me sens utile par rapport aux autres. Tu vois, je sens que j'aide les gens à un petit peu se projeter à travers leur prochain voyage. Et du coup, aujourd'hui, comment tu gagnes ta vie? C'est 100% YouTube maintenant? Maintenant, ça y est, j'ai fait le switch il y a quelques mois. Au début, c'est vrai que je faisais encore pas mal de freelancing. Le YouTube, c'est assez... je vais pas dire aléatoire, mais imprévisible. Ouais, c'est un peu les montagnes russes. Tu vas avoir un mois où tu vas avoir 1 ou 2 sponsors, tu dis ça y est, ça part, et les 2 mois d'après, il n'y a plus aucun sponsor. Vous vous dites, en fait, pas du tout. Le début, c'est difficile, en fait. C'est d'arriver à avoir l'attraction, etc. Et puis après. Exactement. Mais en vrai, j'ai fait ce switch, on va dire, il y a à peu près 4-5 mois, où en fait, j'ai compris que je pouvais abandonner le freelancing parce que YouTube me permettait de gagner suffisamment d'argent. Je peux rentrer un petit peu dans les détails. Quelles sont les sources de revenus pour quelqu'un qui fait... Parce que c'est vrai que sur les chaînes Make Money, donc par exemple sur Osei TV, tu as des formations, faire du business, etc. Sur une chaîne qui va être expatriation, on a peut-être plus de mal à s'imaginer comment on gagne de l'argent avec une chaîne plutôt nomadisme digital, ce que tu fais. Exactement. En fait, vu que je suis niché, donc j'aborde principalement qu'une seule thématique et que je n'ai pas des millions de vues tous les mois, donc
le schéma classique de juste faire de l'argent grâce au AdSense. Le AdSense, c'est l'argent que vous faites juste avec les publicités que vous voyez. S'affichent, voilà. Ouais. Ça, j'avais tout de suite compris que c'était mort, tu vois, parce que de toute façon, j'ai pas les compétences pour faire. Mais il faut les laisser parce que ça met plus en avant ton contenu. Pour tous ceux qui oui. râlent dans les commentaires, on est désolé, c'est pas par plaisir parce que ça nous rapporte pas vraiment grand chose à l'échelle de. Non, oui, en c'est tout cas, à sûr. l'échelle de mon business, c'est peanut. Ouais, mais en vrai, si tu les enlèves, on a fait tous les essais. La plupart des gros youtubeurs que vous regardez, tout le monde les laisse parce que ça permet d'être plus mis en avant. Forcément, YouTube, c'est ce même qu'ils veulent. Ils vous disent on ne mettra pas plus en avant du contenu qu'à de la pub ou pas. La réalité, c'est que s'ils mettent plus en avant là où ils vont gagner de l'argent parce qu'ils vont pouvoir mettre des pubs sur vos vidéos. Complètement. Donc, ouais. Donc, en gros, il y a 5 rentrées d'argent. AdSense, c'est le premier, qui représente pas grand-chose. Ensuite, j'ai une communauté privée qui s'appelle les Nomades Libres, à travers Skool, un logiciel que je pense que tu connais, site web, pardon. Alors, à travers cette communauté, mon but, c'est vraiment de donner un maximum de détails sur la vie de digital nomade. J'ai des guides complets par ville. Un exemple, on va rester sur Canggu. Je vous indique les zones où habiter. Je vous indique toutes mes meilleures adresses parce que c'est vrai que les gens ils me posent plein de commentaires sous mes vidéos ou en DM sur Instagram. Donc vraiment, il y a tout qui est listé. Il y a des modules sur l'expatriation, comprendre l'expatriation, s'expatrier en Indonésie, s'expatrier en Thaïlande. Voilà, c'est des modules que j'ai fait moi, mais aussi j'ai fait appel à des experts pour qu'ils puissent directement apporter beaucoup de valeur à travers tout ça. Il y a évidemment l'aspect communauté. Donc les gens échangent entre eux. D'ailleurs, dernièrement, il y a pas mal de gens qui ont prévu des voyages ensemble. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, le pouvoir qu'on a avec YouTube, c'est de réunir les gens. Donc, c'est à travers la Skool, ils peuvent échanger, ils peuvent parler, ils peuvent partager leur prochaine destination. Moi, j'organise un visio par mois. Donc, au moins, j'anime le truc, mais les gens, ils parlent aussi entre eux, ils posent toutes leurs questions en live, ce qui est super important. Automatiquement, quand tu veux partir à l'étranger, tu as des questions sur la sécurité, tu as des questions sur la fiscalité, tu as plein de questions à poser. Donc, ils sont libres de poser leurs questions en live. Et donc ça, c'est en fait un hybride entre communauté et formation. Ouais, parce que c'est la plateforme Skool. Exactement. Et du coup, ils payent une fois pour rentrer dedans ou c'est un abonnement? Non, moi j'ai refusé de faire l'abonnement. C'est justement un seul paiement qui est à vie et il bénéficie de toutes les évolutions qu'il y a. Donc plus je voyage, plus j'ajoute des guides sur les villes. Il y a aussi pas mal de modules qui sont un peu plus axés sur, tu sais, les choses comme le permis international, comment l'obtenir, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Tu vas avoir des modules sur comment trouver des logements sur le long terme, ce qui est aussi une question qu'on me pose souvent. Donc voilà, il y a pas mal de modules vidéo et l'aspect communautaire. Ouais. Ok, donc YouTube AdSense. Voilà, ça c'est le deuxième. Skool. Voilà, le troisième, c'est ma nouvelle formation qui vient de sortir où là j'aide les gens à devenir digital nomade par la voie du freelancing qui a été. Tout à fait. Ouais. Exactement. Voilà, je le connais par cœur. C'est souvent le plus facile, en fait, quand on veut pas se lancer sans filet de sécurité, simplement de répliquer le job qu'on est déjà en train de faire, mais de façon freelance. Donc, de changer simplement le mode opératoire, mais exactement. Le job reste le même. Et il y a plein de gens qui ont fait ça. Il y a toi, il y a Marc également qui a fait ça. Ouais, de la chaîne de la vérité, ouais, bien sûr. Et qui, en fait, ont multiplié par 5 leur salaire simplement en devenant freelance, donc en étant contracteur plutôt que d'être salarié. Et en plus, en gagnant de la liberté. Oui, on gagne plus d'argent si on fait les choses correctement. Après, ça demande des efforts. On n'a rien sans rien. Oui, mais pour moi, à ce jour, après, il y a peut-être des gens dans les commentaires qui ne sont pas d'accord, mais je trouve qu'à ce jour, le meilleur moyen d'être libre, je dis pas d'être riche, j'ai dit d'être libre géographiquement, c'est de basculer vers le freelancing parce que si vous avez une compétence, même si vous n'avez pas de compétences, en vrai, il y a plein de compétences qu'on peut apprendre rapidement avec Internet. Donc, en fait, juste en monétisant quelque chose, en vendant un service, vous pouvez en fait commencer à générer vos premiers revenus et partir en fait. Ouais. Un exemple, Danang, voilà, c'est la vidéo qui a fait connaître la chaîne auprès de pas mal de personnes. Danang, 1 000 € par mois, c'est le grand luxe. Les gens, ils se rendent pas compte. Tu peux vivre même pour moi. Je me souviens de ton appartement dans la vidéo. Tu montes ton appartement. 400, je crois, 300. C'était que dalle. Et t'avais une vue mer. Rooftop, piscine, la mer à 2 minutes à pied. Les plats, tu manges local, la nourriture vietnamienne délicieuse, 1,50 € par plat. La salle de sport, 20 € par mois. Enfin, tu fais le cumul pour 1 000 € par mois, mais tu vis dans le luxe et en fait, t'as pas besoin de plus dépenser pour être bien. T'es super heureux comme ça. Donc, si tu as besoin de lancer ton business ou maintenir ton business de freelance, t'as juste trouvé la destination parfaite. Donc, ça, c'est le troisième. Ouais, ça fait 3. Encore 2. 4, collaboration commerciale. Ouais. Classique. Donc, je collabore avec NordVPN.
Non, VPN, j'ai pas encore fait. Par contre, vous pouvez m'envoyer un mail. J'ai fait, non, mais par exemple, Safety Wing, les assurances voyage, etc. J'essaie de faire en sorte quand même que ça matche bien avec mon audience. Oui, pas. Non, puis ce qui est important pour que ça marche bien, une collaboration, je sais pas si tu es du même avis que moi, mais c'est vraiment des choses qu'on utilise personnellement. Ouais, clairement. Et d'être vraiment aligné avec le produit. Clairement. Moi, j'ai fait très, très peu de collaborations. Si vous regardez toute la chaîne, d'ailleurs, j'ai pas fait de collaboration à proprement parler en disant cette vidéo est sponsorisée par ça, j'ai jamais fait. Mais on va dire des affiliations, c'est que des outils que j'ai utilisés et c'est la meilleure façon de faire de l'affiliation et c'est aussi la meilleure façon de garder son audience parce que si tu deviens un panneau publicitaire homme sandwich avec des produits de merde, bah c'est un peu il faut faire attention quand même parce qu'on peut être gourmand. Moi en tout cas, je suis vachement sollicité. Ouais, toi encore plus que moi, c'est certain. Mais plein d'emails en fait de produits vraiment pourris et où les gens sont prêts à nous payer pas mal d'argent en fait pour les mettre en avant et si on veut rester éthique auprès de son audience, il y a un choix à faire. Ouais. Et le dernier point, tu l'as mentionné juste avant, affiliation. Affiliation. Ah ouais, toi tu différencies partenariat, affiliation. Partenariat en fait. Partenariat, ça veut dire qu'ils te payent pour on me paye pour un placement. Okay. Et affiliation, des fois, l'affiliation avec des choses que je recommande, que ce soit à travers ma school ou à travers certaines vidéos. Et là, je prends des commissions. Ok, mais en gros, quand tu fais un placement, si les gens passent par le lien, ça change plus rien. J'ai aussi des commissions. Ah ok, donc c'est lié. J'étais étonné que les deux. Non, c'est lié. Okay. Oui, c'est lié. Mais du coup, tu as une enveloppe pour le fait d'en parler et ensuite, en fonction du nombre de personnes qui passent par ce lien et utilisent le service, tu as également donc, t'as un petit peu d'argent qui tombe tous les mois grâce à l'affiliation. L'affiliation, après, c'est vrai que c'est les montagnes russes, tu peux avoir un mois où tu fais beaucoup d'argent d'affiliation, tu te dis ouais, c'est incroyable. Le mois d'après, tu fais rien du tout. Ouais. C'est complètement aléatoire. Le souci, alors c'est un super bon business d'ailleurs, l'affiliation, parce que t'as pas de produit à créer. En fait, c'est promouvoir le produit d'un autre et en plus, ils s'occupent de tout. Après, tu leur envoies juste un lead d'un client. C'est terminé. Mais par contre, ce qui est embêtant, ça fait pas assez longtemps que tu es dans le business pour le savoir, c'est que les programmes changent très souvent et ils changent. Par exemple, t'as envoyé le cookie, il est valide 30 jours, parfois au moins. Est-ce que c'est au premier clic qu'ils prennent le produit ou pas? Est-ce que c'est... Non, mais j'ai commencé à comprendre déjà qu'il y avait des problèmes. Pas. Donc ça, c'est un peu un des soucis. Après, tu as des partenaires qui sont quand même fiables. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelques partenaires fiables, mais j'ai eu beaucoup aussi de mauvaises surprises ou des programmes qui marchent bien. Et je crois qu'ils te snipent aussi. Quand tu ramènes trop de clients et qu'ils commencent à te payer des trop grosses commissions, ils te changent ton contrat et ça peut faire mal. Hein. Un exemple qui m'est arrivé très récemment, une affiliation qui me rapportait peut-être dans les $7,000 par mois, donc c'est pas rien. Là, on est passé à 1 200 d'un coup. Ouais. Tiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de plateforme d'affiliation pour améliorer la qualité de mes burns. Le message, en gros, c'est tout simplement pour repasser sur une nouvelle plateforme d'affiliation, à repartir à zéro et donc enlever les recurring lifetime parce que c'était justement un lifetime. Et donc, du coup, ça avait trop grossi et ça leur a permis d'épurer et de limiter leur coût d'affiliation. Donc, ça, c'est un peu le problème. Et ça m'est arrivé dans ma petite carrière de YouTuber 3 fois sur des gros programmes. Hein. Quand il y a des programmes, je fais même pas attention, j'en sais rien parce que c'est des clopinettes tous les mois, mais des programmes qui peuvent rapporter du 5 000 par mois. Et truc du jour au lendemain, un programme à 5 000, c'est terminé à me rapporter $300 par mois. Si tu bases tout ton business, c'est pour ça que c'est important d'avoir plein de sources de revenus et tu fais bien d'en avoir 5 parce que ça te fait plusieurs pieds sur lesquels tu peux danser. Ouais, clairement. Mais je suis pas en train de dénigrer l'affiliation parce qu'au global, ça reste un business très, très intéressant. Oh, puis t'as rien à faire, quoi. C'est surtout ça. Et si tu promets des produits qui sont bons, que tu utilises réellement, t'as même pas vraiment d'effort marketing à faire. Non. Parce que tu les utilises vraiment. Pour l'assurance, on va en parler tout à l'heure. C'est celle que tu utilises. Est-ce que c'est tabou ou est-ce que tu peux dire à peu près combien tu gagnes et quelles ont été les évolutions? Ouais, bien sûr. Alors, sur une année, je sais pas encore parce que j'ai tout simplement pas calculé combien j'ai généré cette année. Mais globalement, alors le mois dernier avec le Black Friday, c'est le Black Friday. C'est le meilleur. J'ai réussi à monter, j'ai dépassé les 10 000 euros par mois avec YouTube. Ça a été un super mois. Ça a été ton meilleur mois de ta vie? Ouais, de ma vie, kiff bourrico, on va dire. Mais parce qu'avec le freelancing, tu peux, si tu vends beaucoup de trucs à un mois, alors par contre, tu bosses comme un chien, tu peux monter haut aussi, mais c'est beaucoup de travail. Là, il y a un plafond de verre, c'est ton temps. Exactement. Complètement. Mais après, en fait, pour être parfaitement réaliste, il y a 6 mois de ça, je générais 2 000 euros avec YouTube, 2005, tu vois. Mais pas qu'avec la pub. Hein, Non. Avec ma school venait de voir le jour. Je commençais à avoir des collabs. Okay. Et le AdSense. T'as mis combien de temps avant de gagner un peu d'argent avec YouTube?
En vrai, c'est arrivé assez vite parce que la chaîne, je l'ai lancée il y a 1 an et demi et j'ai rapidement atteint les 1000 abonnés. Bon, après, tu génères pas beaucoup d'argent, mais on va dire atteindre 1000 euros par mois, c'est arrivé après 7-8 mois, je pense, à peu près. C'est pas mal, hein? Ouais. En fait, ça arrivait assez vite. Je pense que l'évolution de la chaîne... moi, ça m'a. Au fond de moi, j'espérais que ça aille à la même vitesse, tu vois. Mais tu sais jamais quand tu lances quelque chose, parce que quand j'ai lancé la chaîne, j'ai eu un gros dilemme, c'est que je savais pas si je la faisais en français ou en anglais. J'aurais pu le faire en anglais, je parle couramment anglais sans avoir un accent trop prononcé, mais j'avais plus de compétition sur le format anglais. Ouais. Et je me suis dit, mais attends, mais les Français, j'en croise tout le temps quand je voyage, français, belge, voilà, francophone. Il y a peut-être un truc à lancer, mais le plus dur, c'est quand tu lances et que tu fais 200 vues, tu te dis, j'aurais dû le faire en anglais. C'est le premier réflexe que j'ai. Je me suis dit, ah merde. En vrai, on a tellement de niches sous-exploitées en francophonie. Si tu as ce edge de bien parler anglais, de bien comprendre ce qui se passe à l'international et que tu peux utiliser comme source d'inspiration et refaire en français, et puis la compétition est tellement plus faible en français, on a vraiment un énorme avantage. Et en plus, ça reste les francophones, de manière générale, à part en Afrique, ils ont un bon pouvoir d'achat. Tu vois, les Canadiens, les Suisses, les Belges, français, c'est un bon pouvoir d'achat. Ouais. Après, je dénigre pas l'Afrique parce qu'en vrai, nous, on a une grosse partie de notre clientèle au Maghreb. Ouais, mais moi aussi, on a toujours cette image de l'Afrique où il n'y a pas d'argent. En vrai, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Non, mais oui, bien sûr. Ouais. Ok, et donc là, tu as réussi à arriver jusqu'à 10 000, donc c'est pas mal. Alors des après, objectifs, c'était le Black Friday, je précise, mais ça devient de plus en plus intéressant, bien entendu, oui, évidemment. Ouais. Tu disais, t'as des objectifs. Alors, j'ai des objectifs en lien avec ce que je publie sur YouTube. Oui, j'ai pas mis en place d'objectifs financiers pour l'instant, parce que je suis dans une phase de ma vie où je pars du principe que je suis pas assez connu, c'est la réalité. Donc moi, mon but, c'est une vidéo par semaine sur les 6 prochains mois. Ça, c'est un objectif, c'est un truc que je veux vraiment tenir. La régularité, ça paye sur YouTube. Voilà, donc je pense qu'on en parlera un petit peu après, mais voilà, découvrir plein d'autres endroits dans le monde, faire découvrir plein d'autres endroits dans le monde, les analyser, faire toutes les analyses comme j'ai l'habitude de faire pour un petit peu ouvrir les yeux à pas mal de personnes. Et, quand tu as éteint les 1000 euros, tu étais déjà régulier ou pas, ou c'est... Ouais, en fait... tu as été régulier très vite. En fait, ouais. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai publié cette fameuse vidéo à Bangkok qui n'existe plus. Après, il s'est rien passé pendant 3 semaines. J'ai publié la première à Da Nang. Ensuite plus rien pendant 2 semaines. J'étais un peu régulier parce qu'en fait je galérais sur les montages, tu vois, j'avais pas, et même sur les tournages j'étais en panique, hein. Alors, dès qu'il y avait des gens dans la rue, j'osais pas et tout, j'avais honte. Et là où j'ai commencé... Maintenant, tu t'en fous? Ah, maintenant il y a plus de problème, hein. Je peux faire ça en plein milieu d'un bar avec des gens qui crient, limite je pourrais le faire, tu vois. Presque. Mais là où j'ai commencé à être vraiment bien régulier, à quasiment une vidéo par semaine, c'est quand je suis arrivé à Siargao aux Philippines. Là, j'en ai publié une, on va dire toutes les 2 semaines. Et dès que je suis arrivé à Bali pour la première fois, une par semaine, j'ai enchaîné avec la Malaisie. Et là, globalement, j'arrivais à faire au moins 3 par mois. Et c'est là où tu as commencé à avoir aussi l'attraction. Ouais, là, ça commençait à partir. Il y a 1 ou 2 vidéos qui ont fait plus de vues. Je voyais que ça commençait à bien mordre. Je suis allé à Koh Phangan, ça continuait. Et je suis arrivé à Da Nang et là, boum. L'algorithme de YouTube récompense le fait d'être régulier. Bon, après, bien sûr, la qualité est ultra importante. Il faut mieux faire une seule vidéo par mois qui soit excellente plutôt que de publier tous les jours de la merde. J'ai fait cette erreur, passer un temps, même il n'y a pas si longtemps que ça, où des fois, je cherche à faire vraiment une vidéo par semaine et je me rends compte que des fois, c'est mieux d'en faire une de moins, et de mettre plus d'énergie sur celle d'après, tu vois. Ouais, clairement. Mais moi, c'est une des erreurs que j'ai fait sur Osei TV. Si vous regardez tout en arrière, la première année, j'ai dû publier 4-5 vidéos. C'est pas bon, en fait. ouais, parce que j'étais à fond aussi dans mon business à Amazon. Et puis au départ, c'est un peu ingrat. Comme tu l'as dit, les premières vidéos, tu fais 200-300 vues. Faut être fort mentalement, hein. Ouais, quand t'as mis 2-3 jours à tourner le bordel, tu te dis est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que je pousse pas plus mon business Amazon, tu vois. Ouais, c'est ça. Et bon, après, ça prend un peu en traction. Si t'as la chance, en fait, si t'as la chance dans les 10 premières vidéos de sortir un truc un peu sympa et que tu vois quand même quelques milliers de vues, directement des abonnés qui arrivent, ouais, là, les commentaires aussi. Ouais, les gens disent c'est cool et tout. Oui. Ça, c'est très important. En vrai, les gens s'en rendent pas compte, mais de marquer un petit commentaire, même parfois, il y a des gens, tu vois, ils te marquent juste super vidéo, merci. Ça dit pas grand chose en soi. Mais en soi, tu sais que tu as touché une personne. Et c'est vrai que sur le volume de vues que tu fais, le nombre de commentaires, il est tout petit. Donc, et les commentaires, c'est vraiment ce qui nous donne un signal de savoir qu'on fait une chose. C'est pour ça on incite les gens à commenter les vidéos qu'on publie parce que, en fait, le feedback, c'est quelque chose, c'est sûrement chose la plus importante. Ça nous permet aussi d'écrire des nouvelles vidéos aussi dans le sens où il y a des questions. Moi,
plein de vidéos que j'ai faites sur la chaîne, sûr. c'est issu de commentaires. Ouais, bien sûr. Ok, et si tu peux faire une moyenne un peu de tes revenus, parce que là, en gros, j'ai compris, tu as commencé dans les 1000, après tu es monté dans les 2005, puis là, tu as fait un super bon mois, 10 000. Ouais. Si on peut faire une moyenne là sur les 6 derniers mois, c'est pas facile parce que c'est un peu Ouais, c'est pas évident. Bah, je pense que on a quand même dépassé 35 000 avec YouTube sur les 6 derniers mois. Non, d'argent, de moyenne mensuelle, ouais. Ah, bah, sur un an, sur 6 mois. Ouais, sur les derniers mois. Si je fais une moyenne, je sais pas, je dois être à 4 000, 5 000. Ok, donc là, ça commence à être vraiment intéressant. Ouais, là, ça commence à être intéressant. Après, je m'en rends pas forcément compte parce que, tu sais, moi, j'ai la tête dans le guidon et je publie mes vidéos, une vidéo par semaine. Et j'essaye je travaille aussi beaucoup sur les 2 produits digitaux que j'ai mentionnés juste avant. Donc, vraiment, quand t'as la tête dans le guidon, en plus, moi, je vis pour pas très, très cher. C'est la question suivante. Ah, pardon. Et donc, voilà. On y passe. Du coup, pour combien tu vis? Quel est ton budget? Est-ce que tu as un budget ou ça s'adapte en fonction? Moi, ça s'adapte. Je me dis pas, il faut que je sois maximum à 2 000 euros par mois, sinon c'est un drame. Tu as des gens, c'est ça, ils ont un budget. Non, j'ai pas de budget minimum, mais en fait, je sais comment gérer mes dépenses et par habitude, tu vois, j'essaye de me dire en principe entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Ok. C'est ce que j'essaye de faire. Bien entendu, il y a des destinations, c'est beaucoup plus simple de le faire. Oui, et il y en a où ça serait très Et il y en a où ça serait. Au Japon, par exemple, 2000 balles, ça va être très dur. Ou alors, ça va pas être dans des conditions. Je vivrais dans une capsule. Une capsule au Japon. Voilà. Voilà, comme ça. Je ferai le vlog dedans. Non, ouais, en vrai, idéalement, en tout cas en Asie, je peux le dire haut et fort, c'est entre 1 500 et 2 000, voire dans certains pays, 1 200, 1 300. Okay. Je sais que Vietnam, c'est sûr que je suis à max 1 200 et je vis très bien, attention. Il y a Chiang Mai en Thaïlande, je vivais pour 1 200, 1 300, je crois. Donc ça dépend des endroits où tu vas, mais ouais, j'essaye de pas dépasser 2 000. Quand je dépasse 2 000, je dis t'as abusé. Tu vois, parce qu'en vrai, je suis très heureux dans ma vie. J'ai pas besoin de faire des restaurants étoilés ou des trucs comme ça. Moi, en Thaïlande, par exemple, je vais manger mon petit pad thaï ou autre en bas de chez moi. Ça me coûte 1, 2 euros. Ça me va très, très bien. Donc voilà, si je fais ça un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours, globalement, je suis dans le budget, tu vois. C'est pas de problème là-dessus. T'as voyagé beaucoup? Tu sais combien de pays t'as fait? 33. 33, ok. Ouais. Facile. Ouais, parce qu'en fait, j'ai une application qui s'appelle Bean et tu peux noter tous les pays que tu fais. Ça représente 15% du monde, si tu veux même être. Et c'est quand je dis que ça fait 15% du monde, je me dis, ok, j'ai rien vu. Tu vois, je me dis, bon, faut continuer. Mais ouais, j'ai fait quand même beaucoup de pays et en fait, j'ai aussi fait beaucoup de. Si je prends l'exemple de l'Espagne, je suis allé aux Canaries, c'est le même pays, tu vois. Oui, et j'ai fait 3 îles des territoires. Ça dépend des applications d'ailleurs. Moi, j'utilise Scratch qui va considérer certains endroits. Je sais plus te dire, par exemple, Guadeloupe, ils vont te considérer comme un territoire. Parce que moi, je suis allé à La Réunion et je considère que c'est la France, tu vois. Ouais. Donc ça dépend. Tu peux compter de plusieurs manières. Tu peux compter en pays ou en territoire. Ok. Et tu as l'objectif de faire le tour du monde ou pas? Tour du monde, c'est peut-être d'aller dans absolument tous les pays du monde. Honnêtement, non, je me vois pas trop faire une vidéo être digital nomade en Corée du Nord, mais par contre. T'as pas envie d'y aller? En vrai, moi, ce serait drôle. Bon, en vrai, ça m'excite un peu un pays comme ça interdit. Moi, j'ai peur d'y aller. En vrai, moi. Bon, alors là, c'est fermé en ce moment. Ils ont réouvert un tout petit peu une seule ville, mais pas la capitale, Pyongyang, je crois, c'est la capitale. Mais en vrai, si c'était ouvert, je serais en pleine hésitation. Le seul truc que j'ai peur, c'est que je suis youtubeur. J'ai peur qu'ils pensent que je suis journaliste. Moi, j'ai peur de ça. J'en sais rien. Et ils ont grillé le cerveau de certaines personnes. Donc, je sais pas. En fait, j'ai juste peur de cet aspect-là. Mais sinon, je serais super intéressé de voir en fait un peuple qui est figé dans le temps, tu vois. Ouais, non mais à observer en fait. Clairement, après voilà, comme tu l'as dit, on est youtubeur, faut qu'on fasse attention. Dans ces pays-là, ça rigole pas du tout, tu vois, c'est genre il a une caméra, OK, on va le suivre à la trace. Non mais moi si j'y vais, j'irai je veux rien filmer, je vais même sans téléphone. Mais ils auront déjà fait une analyse sur tout ton profil, hein, c'est surtout ça qui m'embête. Mais non, faire tous les pays du monde, pas forcément en faire beaucoup plus. Oui, il y a énormément de pays qui m'attirent. Ma seule problématique, c'est le temps. En ce moment, je suis obligé de rester idéalement 1 mois par destination pour faire quand même des reviews. Parce que j'aime bien, tu vois, être imprégné de la culture locale. C'est ce qui me permet de faire des analyses qui sont assez justes. Il faut 1 mois pour vraiment... Pour moi, le minimum syndical, on va dire, c'est de rester 1 mois par destination. Je le fais dans la grande majorité des cas. Parfois, c'est 2-3 semaines. Mais pour moi, voilà, si tu veux vraiment voir comment ça se passe dans une ville précise, tu restes 1 mois.
Pour moi, c'est le minimum, tu vois. Et à chaque fois, en plus, toi, tu vas dans des Airbnb, c'est ça? Ouais, pour la plupart tu vas pas à l'hôtel, donc non, tu expérimentes une vie comme si tu étais expatrié. Ouais, voilà, exactement. J'évite les hôtels. Je fais Airbnb parce que j'aime bien avoir un peu ce sentiment d'être dans un logement que j'aurais pu potentiellement acheter ou louer sur le long terme. Donc automatiquement, oui, je les paye un peu plus cher quand je passe par les plateformes, mais ça me permet, tu vois, de voir vraiment comment est la vie sur place. Je me trouve un bon petit quartier, puis voilà, je vis ma vie tranquille. Sur les 33 pays, ça a été lesquels tes favoris? Tu veux un top 3? Allez, on fait un top. Bah tiens, comme tu m'as fait dans ton interview, que je vous encourage à aller voir. Tu m'as demandé les 3 meilleurs et les 3 flops. Top. Je peux dire des villes ou parce qu'en fait, c'est très dur de dire des pays. Pays, c'est trop large. Ouais. J'ai 3 destinations qui m'ont marqué où je me suis dit, alors, je vais communiquer en tant que digital nomade, c'est-à-dire des endroits où je me sens bien pour profiter, mais pour aussi travailler et rencontrer du monde. Il y en a 3 qui m'ont vraiment marqué. Ordre aléatoire, hein. C'est trop dur pour moi de choisir une destination. Bien entendu, Canggu à Bali, parce que j'ai découvert un endroit où il y avait plein de services possibles, où il y avait des gens super à rencontrer, des locaux adorables. Vraiment un lifestyle, celui dont j'ai toujours rêvé. Donc pour moi, Bali, et plus précisément Canggu, c'est incroyable. Faut y aller pour s'en rendre compte par soi-même et y rester un mois, je précise. Koh Phangan en Thaïlande, qui pour moi est la définition même de l'île paradisiaque. T'as tout. Déjà, ça reste la Thaïlande. T'as du Wi-Fi qui monte à 300 mégabits par seconde, donc pas de problématique de ce côté-là. T'as de la 4G, 5G, y a pas de problème. Puis l'île, elle est magnifique. T'as le sunset qui est pile en face de toi en fin de journée. T'as des plages magnifiques. Les gens, ils sont un peu, zen, chill, détente. J'y suis en cumulé. J'ai déjà passé 3 mois là-bas et en vrai, si je pouvais faire au moins un mois chaque année, je le ferais. Tu vois, j'adore. Okay. Je me sens super bien là-bas. Et la 3e destination qui m'a vraiment marqué, c'est Puerto Escondido au Mexique. Okay. Côté Pacifique, voilà, pas très loin c'est dans la région de Oaxaca, si je dis pas de bêtises. Et j'y suis resté à peu près un mois lors de mon premier voyage. J'ai hâte d'y retourner d'ailleurs. Et là, j'ai découvert, pareil, un endroit très chill, bord de plage, les gens détente. Il y a quand même des petits espaces de coworking sympas. J'adore la culture mexicaine, j'adore la nourriture mexicaine. Donc voilà, ça fait partie de mon top 3. Pour les flops, c'est dur cette question. C'est dur à chaque fois, parce qu'on se met des gens à dos à chaque fois. Hein. Ouais, évidemment. Alors, j'ai rien contre personne. Il y a des endroits qui m'ont un petit peu déçu. Qu'est-ce qui m'a... Surcoté? Ouais, alors j'ai pas trop aimé Hanoï. Okay. En Vietnam, c'est très pollué et je m'attendais à voir un peu plus de choses. J'ai fait pas mal de musées à Hanoï, je trouvais que c'était pas à la hauteur. Et t'as fait la baie d'Along aussi, il y a beaucoup de gens... Baie d'Along, j'ai fait, ouais. Mais je pense qu'il faut le faire vraiment au bon moment, avec le bon bateau, etc. J'hésite vraiment. Mon expérience a été incroyable. Ah ouais, ok. J'ai eu un bateau qui pouvait accueillir 35 personnes. J'étais juste avec une ex-copine dedans, donc autant te dire que j'avais un énorme bateau. C'était too much. Mais temps magnifique. Quand je lis les Reddit, c'est 50-50. Hein. Ah, mais c'est incroyable. Mais c'est une question de chance. Ouais. Bon, je me suis un peu fait entuber sur le prix du bateau, mais ça, c'est un classique, je pense. Mais non, moi, j'ai eu une journée baie d'Along incroyable. Okay. Donc, je le dirais pas dans les flops. Ça a été top pour moi. Okay. Est-ce que je peux te trouver d'autres flops? Tulum. Okay. Tulum, j'ai fait la meilleure soirée de ma vie, mais c'est tout. Tulum, c'est overpriced, enfin, tout est super cher, les taxis m'ont escroqué, j'ai trouvé les Mexicains vraiment pas accueillants à Tulum alors que j'ai fait plus de 15 villes au Mexique. Et genre à Tulum, j'étais là, c'est quoi ce truc? Tulum, vraiment surcoté, tout est super cher, franchement, en tant que digital nomade, ouais, une journée, un week-end. Pour toi, c'est une destination qu'à la côte, mais c'est comme quand allez voir l'interview que j'ai fait sur sa chaîne où je donne les destinations et c'est des destinations qui sont bien cotées, mais. Ouais, Tulum, en fait, il y a tellement de beaux coins au Mexique. Pourquoi Tulum, tu vois, genre, c'est super cher, la culture, elle est pas trop là. Et en vrai, une dernière destination, qu'est-ce que je pourrais lister? J'essaie de réfléchir. J'ai fait quand même pas mal de coins en Europe aussi. Est-ce qu'il y a un endroit que j'ai pas trop aimé? Franchement, je crois que j'arriverai même pas à trouver une 3e destination. Attends, je réfléchis à tous les endroits où je suis allé. Non, en vrai, je crois que j'ai même pas de... Vraiment, pour dire que j'ai pas aimé, j'ai du mal, tu vois. J'en ai que 2. Ok, bon, voilà, j'en ai que 2, ça suffit. Du coup, tu t'es fait connaître avec une vidéo sur Da Nang. Ça a été ta vidéo vraiment phare. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette ville? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un des nouveaux spots de nomades digitaux en Asie. Dans le sens où ça coche toutes les cases un peu pas cher, la plage, le soleil. En fait, pour définir Da Nang de façon... je vais faire une version courte et une version longue. Vietnam d'ailleurs. Hein, Vietnam, oui, Vietnam. Ouais. Version courte, c'est simple, c'est le Miami version Vietnam. Okay. Bon, vous attendez pas
avoir la même chose qu'à Miami, Il n'y mais a pas les Lambo et les Bimbo. j'allais le dire, voilà, voilà, pas de trucs comme ça, mais en fait, c'est une ville avec une énorme plage. Vraiment, elle est immense, avec un beach walk, donc tu peux vraiment te balader. Il n'y a pas de scooter sur le trottoir. C'est vraiment un cadre de vie qui est agréable. Tu as une partie ville aussi de l'autre côté du fleuve avec le fameux Dragon Bridge qui crache des flammes tous les samedis et dimanches soirs, si je dis pas de bêtises, vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà, tu as quand même une partie ville. Très important, l'aéroport, il est à 15 minutes de la plage. Ça, c'est confortable. Mais en plus, en Asie, on est tellement bien desservi sur les avions où tu arrives, hop, tu prends le taxi. C'est en Asie. Voilà. Le coût de la vie, imbattable. Alors ça, on peut généraliser sur le Vietnam, mais à Da Nang, ton logement, vraiment, si tu passes hors Airbnb, hors Booking, logement studio ou même T2 avec piscine, 300-350 € par mois, il n'y a aucun problème, tu l'as. Avec des vues mer, hein, non? Ouais, à 5 minutes à pied de la plage. Ouais. Donc voilà, fantastique. Nourriture locale, magnifique. Franchement, les Vietnamiens, ils font souvent des bouillons de légumes ou voilà, beaucoup de choses avec des légumes, mais pas frits. Alors, il y en a toujours qui vont dire dans les commentaires, oui, mais ils utilisent beaucoup de pesticides. Écoute, on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la nourriture vietnamienne n'est pas trop grasse. Ça, c'est vrai. Et relativement abordable. T'as, pour l'instant, pas mal d'expats, mais c'est pas encore incomparable avec Bali, Chiang Mai ou voilà, d'autres villes en Thaïlande. Mais ça évolue très vite. Et qu'est-ce que t'as peu de trafic, notamment du côté de la plage. T'as ton petit scoot, t'as du 2 fois 3 voies. Tu sais, t'es là, t'es en mode, t'as la mer à côté, donc c'est un cadre de vie qui est très agréable. Ça, c'est un des soucis de l'Asie pour ceux qui connaissent pas vraiment, c'est que maintenant toutes ces villes, elles ont grossi trop vite et du coup il y a de la circulation partout. Le scooter est un enfer. Et c'est l'enfer en fait. Chaque déplacement est un enfer et donc quand t'as une ville où il y a pas trop ou si c'est fluide parce que c'est des trucs. Bah en fait, Da Nang, si tu vis du côté plage, parce que le côté ville reste la ville, il peut y avoir du trafic, mais le côté plage est vraiment super agréable parce que il y a plus ou moins que les expats qui vivent là-bas. Donc ouais, logement hyper intéressant. En fait, ton lifestyle, tout simplement, ton cadre de vie est hyper agréable parce que t'as quand même pas mal de nature. Faut savoir qu'à 45 minutes au sud, t'as la ville de Hoi An, qui est une ville classée au patrimoine de l'UNESCO. T'as des jolies rizières, c'est hyper authentique, donc ça fait du bien. Pourquoi pas un week-end de partir à Hoi An. Au nord, t'as une ville qui s'appelle Hue, où t'as une cité impériale magnifique qui est à peu près 2 heures de Da Nang que j'ai pu faire aussi. Donc tu vois, si t'as les montagnes autour, donc t'as un peu ce mix entre la grande ville, la grande plage, donc hyper agréable pour se balader le matin. T'as tout ce qu'il faut sur place, hein. T'as quand même pas mal de spots, des coworking, ça y est, ça a bien poussé. T'as un recovery center qui est bien aussi. Donc tu vois, t'as quand même des endroits où rencontrer des gens ou te poser. Tu peux te balader facilement, tu peux découvrir d'autres coins parce que c'est facile de se déplacer. L'aéroport est à 15 minutes, donc si tu veux sortir du pays, c'est facile aussi. Pour moi, c'est ce qui explique le succès actuel de. Boom, hein, sur les chaînes anglo-saxonnes d'expatriation et de nomadisme. Da Nang, là, ça fait 2-3 ans. C'est le nouveau spot. C'est un peu comme il y a 5-10 ans. Chiang Mai Chiang Mai, etc. Clairement. Là, c'est vraiment similaire à ce qu'a connu Bali au tout début. On verra bien comment ça évolue. Moi, je suis très curieux de voir ce que ça donne et j'y retournerai bien évidemment parce que c'est une ville que j'apprécie. Est-ce qu'il y a d'autres spots au Vietnam ou à travers le monde que tu vois émerger comme Da Nang par exemple, comme enfin tu vois un peu des nouveaux spots encore un peu sous-cotés, encore un peu méconnus? Bah ouais, à travers le monde. Alors j'ai pas assez visité de choses pour vraiment te faire un bilan précis, mais toujours au Vietnam, tu vois, t'as juste en dessous, t'as Hoi An comme je l'indiquais juste avant. Il y a de fortes chances que ça évolue très fort aussi parce que t'as ce côté un peu plus nature que Da Nang. Da Nang, ça reste une grosse ville. Hoi An, tu sais, t'as les rizières. Et en fait, les gens qui aiment bien le mood de Bali vont retrouver un petit peu cette ambiance du côté de Hoi An, un peu plus tranquille, un peu plus détente. Et t'as toujours la plage Ah ouais, okay. Ça, il y a peu de gens qui s'en rendent compte parce qu'en fait, à Hoi An, la plupart des gens, ils vont pour les rizières et le centre-ville qui est magnifique parce que t'as c'est vraiment typique, tu vois. Mais en fait, t'as quand même cette plage qui est juste à côté et en fait, il y a pas mal de gros resorts. Et j'ai pu en faire un, c'est insane, hein, ce que tu trouves, des énormes piscines, la plage juste à côté, et puis des très beaux logements à des prix qui restent encore attractifs. Donc ouais, Hoi An, moi c'est quelque chose que je peux considérer. Après, si on sort du Vietnam, Puerto Escondido, c'est bon, ça fait pas mal de temps que c'est devenu une référence pour les américaines surtout, principalement canadienne-américaine, enfin États-Unis. Donc oui. Après, est-ce qu'il y a d'autres spots? Ah oui. Il y a un endroit que j'affectionne particulièrement qui est en Europe. Enfin, c'est considéré comme l'Europe, c'est les îles Canaries. Hélas, j'avais pas encore sorti la chaîne à l'époque où j'étais aux Canaries et c'est une erreur de ma part. J'ai passé beaucoup de temps à Fuerteventura, à Tenerife et aussi à Gran Canaria. Gran Canaria est mon île favorite, notamment la ville principale qui est aussi la ville principale des îles Canaries, c'est Las Palmas.
Et j'ai passé un séjour exceptionnel là-bas parce qu'en fait, pour quelqu'un qui souhaite partir, peut-être un premier départ, tu vois, t'es pas trop loin, t'es à 4 heures d'avion, de départ de Lyon, t'es à 4 heures, si je dis pas de bêtises. Et en fait, tu trouves cette île où il y a des montagnes, donc pour faire des randos, super, tu vois, moi j'aime bien la nature, donc c'était top. Des plages très jolies, la plage principale qui se trouve à Las Palmas, donc c'est une plage urbaine, archi propre, tu jettes un paquet de clubs par terre, c'est 50 € d'amende, un truc comme ça, donc personne jette rien. Tu peux surfer. Donc les gens qui veulent surfer, bah, c'est hyper pratique. T'as tous les commerces à côté, hop, tu vas à la plage, elle est super propre, tu peux aller faire ton surf. Donc plein de commerces, plein de restos, donc tout ce qu'une ville, voilà, c'est suffisant pour y rester. Et voilà, dès que tu veux découvrir un peu le reste de l'île, donc voilà, comme j'ai indiqué, beaucoup de nature, des randonnées très sympas à faire, j'en ai fait plusieurs. Des plages très sexy aussi. T'as une plage, alors je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Almadores, un truc comme ça, où ils ont carrément apporté du sable des Caraïbes. Donc, tu vois, t'as quand même des plages qui sont impressionnantes. T'as Maspalomas où t'as des grandes dunes. De plages volcaniques. C'est plus Tenerife. Tenerife, ouais. Ouais. Moi, ça fait 20 ans que j'y suis pas retourné. Ou Lanzarote. J'y ai passé pas mal de temps parce que ma première petite copine, ses parents avaient une maison à Tenerife. Et c'est d'ailleurs marrant que tu me le cites comme une destination nomade digitale parce que moi, la vision que j'avais de Tenerife, c'était les retraités anglais. Ils y sont toujours. Mais en vrai, ouais, ça dépend si c'était à Santa Cruz ou à l'autre. C'était pas cher la vie, on mangeait bien et tout. C'était sympa, il y avait une bonne ambiance. Ouais. Après, je voyais pas du tout ça comme quelque chose. Ouais, mais en fait, Las Palmas a beaucoup changé. C'est pour ça que je préfère citer Las Palmas à Gran Canaria que les autres, parce que j'ai quand même fait les autres destinations. Fuerteventura, il y avait un spot aussi qui était bien, mais petit, j'ai oublié le nom, où j'étais resté un mois, que j'avais bien aimé. Mais en fait, ouais, Las Palmas, t'as vraiment une grosse communauté digital nomade. Moi, j'ai fait pas mal de soirées où on se retrouvait, etc. J'étais dans un co-living, donc je rencontrais du monde, c'était génial. Et tu peux louer une voiture sur un week-end, ça te coûte moins de 100 €. Enfin, il y a vraiment des trucs très abordables. Ils sont vraiment très axés sport. Donc moi qui fais beaucoup de sport, t'avais des complexes, gym, piscine, tu sais, des piscines avec l'eau salée dedans, donc super agréable en plein air. Enfin, il faut savoir qu'aux Canaries, il y a 4 jours de pluie par an. Il y a un climat qui est entre 22 degrés et 33 degrés, on va dire, par an aussi. Donc c'est hyper agréable. T'as ni trop chaud ni trop froid. On va dire que t'as le soleil tout le temps ou quasiment tout le temps. Le seul souci, c'est la fiscalité. Ah oui, alors, expérience de digital nomade, ok. Long terme, non. Parce que ça reste l'Espagne. Très mauvaise. Ça reste l'Espagne. Et si vous avez regardé la chaîne de Marc de la chaîne de la vérité, apparemment les femmes c'est un problème là-bas. Après, moi je peux te parler de mon expérience là-bas. En fait mon espagnol est average, on va dire. Il est, je peux me débrouiller, mais c'est pas encore trop top. Et en fait ils sont pas très bons en anglais. Comme souvent les pays hispaniques. Je voudrais pas tirer une balle perdue comme ça, mais c'est vrai qu'ils sont le niveau d'anglais est pas exceptionnel, donc c'est cool si toi tu veux apprendre l'espagnol, ce que j'aime, mais c'est vrai que moi, pour le dating, moi je galérais un petit peu, donc le seul dating que j'ai fait c'était des expats, tu vois. Donc c'est vrai que voilà. Après pour rebondir là-dessus, beaucoup de personnes qui viennent d'Argentine et de Colombie, Venezuela aux Canaries, beaucoup. Du coup, Latina, ouais, s'il y en a qui aiment les latinas et qui parlent un peu espagnol, il y a de quoi faire. Mais oui, c'est vrai que sur la fiscalité, c'est compliqué, mais c'est un super endroit. Et en vrai, il faut vite que j'y retourne pour faire des vidéos parce qu'il faut que je montre ce que moi j'ai vu et à quel point j'ai aimé ça, quoi. Donc ça, tu vois, ça peut être une top destination. Ouais, c'était justement aussi une des questions que j'avais mis un peu plus loin. Je vais te la poser tout de suite. Quelles sont les destinations qui te font rêver actuellement là, vraiment ton top 3, 4, 5 là, des pays ou des destinations en elles-mêmes que tu voudrais le plus visiter? Je vais essayer de faire entrer ça dans un top 6, on va dire. J'aimerais beaucoup aller au Japon. J'aimerais beaucoup aller en Corée du Sud. J'aimerais beaucoup aller en Chine. Les 3, c'est du top. Ouais, la Chine, tu vois, ça m'intrigue vraiment. Quand je dis ça, certaines personnes me disent qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais en vrai, j'ai vraiment envie de tester. Pour sortir de l'Asie, je n'ai jamais fait les États-Unis. Je rêverais de le faire, mais j'aimerais vraiment le faire en van, tu vois. J'aimerais faire une van life de 2 mois. Moi, même tu pourrais faire plus. Ouais, je pourrais faire plus. 2 mois là, tu peux déjà bien traverser et tout. Voilà, donc ça, je rêverais le faire. J'aimerais aller à Cuba. C'est un endroit qui m'intrigue vraiment, Cuba. J'ai fait aussi, j'imagine que ça a été génial. Est-ce qu'il y a d'autres pays que je peux rajouter? Pas mal de pays d'Amérique latine. J'ai jamais fait le Brésil, j'ai jamais fait la Colombie, l'Argentine pour l'instant. Donc voilà, l'Afrique du Sud est un endroit qui m'intrigue aussi beaucoup. Et en Europe, mine de rien, il y a encore pas mal de spots que j'aimerais visiter à titre perso. J'ai jamais fait de pays nordique, ça m'attire pas plus que ça, je dois avouer. Mais j'ai beaucoup de pays, tu vois, l'Albanie, je suis curieux de voir ce que ça donne. Monténégro, je suis curieux de voir ce que ça donne. Super. J'ai pas fait la Bulgarie, donc voilà, il y a pas mal de pays de l'Est, notamment Russie. J'aimerais bien aller en Russie. Je suis curieux de savoir comment c'est. Moi, je suis quelqu'un,
j'écoute pas trop ce qu'on me dit, tu vois. Les gens, à chaque fois que tu vas dire, ouais, j'aimerais aller là, oui, mais attention, il faut oui, vivre mais tu l'expérience. sais, quand je suis allé en Sicile, on m'a dit oui, mais la mafia. Quand je suis allé à la Réunion, on m'a dit oui, mais les requins. Quand je suis allé au Mexique, on m'a dit oui, mais les cartels. Partout où je suis allé, on m'a dit oui, mais il y a ça. Si t'écoutes les gens, tu vas nulle part. Donc, je pense que dans la vie, c'est ultra important de bien entendu regarder quand même, se documenter. Tu vois, est-ce que c'est le Venezuela? Je suis pas sûr que c'est une très bonne idée d'y aller, tu vois. J'y suis allé, ouais, ça fait partie des endroits les plus dangereux où je suis Voilà. allé. Donc, pas que je me suis fait attaquer ou rien, mais tu sens tu sens que c'est pas très fun, quoi. Il y a une tension dans l'air. Mais voilà, si t'es un minimum intelligent, que tu fais pas trop la fête, que tu fais attention aussi quand tu fais la fête, globalement, t'as évité les 3/4 des dangers qui peuvent En fait, à chaque fois, c'est la même chose. Tu vois, même dans les pays qui pourraient sembler les plus dangereux, type Venezuela, à partir du moment où tu vas pas dans les mauvais quartiers le soir, voilà, déjà, t'en élimines prends le taxi. beaucoup. Tu prends des taxis officiels ou des chauffeurs que tu peux avoir, que tu contractes. Parce que ça, dans certains pays, notamment en Afrique, les taxis, tu peux te retrouver avec des problèmes. Donc, il faut faire attention. Ouais, si tu vas pas avec des gens bizarres, etc., t'élimines quand même beaucoup des problèmes finalement. Ouais, complètement. Bon, c'est des règles de bon sens. C'est du bon sens en fait. Et c'est vrai qu'il y a des gens, ils vont se balader au milieu de la nuit dans un quartier ghetto, il t'arrive quelque chose. Il y en a qui aiment le risque. Hein. T'as cherché un peu le problème. Bon, ça devrait nulle part être comme ça, mais malheureusement, il y a encore. Non, mais en vrai, il y a pas mal de signes. Par exemple, quand j'étais à Mexico City, tu prends un taxi en plein milieu de la nuit, tu te rends compte qu'il s'arrête jamais au feu rouge. Est-ce que c'est lié à la sécurité ou pas? Je sais pas. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais tu vois, il y a des trucs comme ça. En Afrique, quand j'étais au Cameroun, par exemple, à Douala, on s'arrêtait pas au feu rouge la nuit. Ouais, tu t'arrêtes pas. Ouais. Donc ça, c'est les signes. Oui. T'as aucune obligation géographique maintenant. Non. Puisque tout ton business tient dans ton ordinateur. Ouais, exactement. Comment tu choisis, comment tu priorises, je sais pas si on le dit en français. Priorise, merci. Ton choix de future destination. Alors, de base, sans YouTube, c'est uniquement en fonction de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Tu vois, on me tease avec une vidéo, je sais pas, sur l'Argentine, la Colombie, la Chine. Je me dis, waouh, il faudrait que j'y aille un jour. Maintenant que j'ai YouTube, je dois être réaliste. Je replanifie un petit peu différemment mes destinations. Alors, non pas que je me force à aller à un endroit à cause de YouTube, ça je ne l'ai jamais fait, je pense que je le ferai jamais, tu vois, sauf si on paye très très cher pour le faire. Mais sinon en fait c'est juste, il y a des endroits qui m'attirent, je me dis ok, est-ce que ça me permettra de faire des vidéos, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à montrer, il faut quand même aller à un endroit où tu vois il y a des choses à voir, d'un point de vue culturel pour toi, mais aussi pour la création de contenu. Et en vrai je planifie, alors moi je suis quelqu'un qui planifie longtemps à l'avance. Ça c'est mon énorme faiblesse et je moi aussi d'ailleurs. J'aime pas l'imprévu moi. Okay. En fait, quand je voyais du last minute la plupart du temps. Ah, toi, c'est last minute tout le temps. Ouais, non. Intéressant. Donc je souffre parce que au dernier moment, t'as pas toujours l'hôtel que tu voulais qui est disponible. Oui. Mais c'est aussi le prix d'avoir la flexibilité. Tu vois, là, je suis arrivé ici, j'avais booké 5-6 nuits et je suis resté 15 jours. Je reprends des nuits au fur et à mesure. Mais là, ce soir, je ne peux pas dormir au Hilton de Pattaya parce qu'ils ont plus de chambre. Terminé. À la rue. Ce soir. Je change, c'est pas grave, mais ça me fait un peu souffrir, mais ça m'offre la flexibilité. Toi, t'arrives à prévoir tes voyages vachement à l'avance. Là, j'ai booké 6 mois. Après, c'est bien parce qu'après, tu te laisses. En fait, moi, comme tu suis ton truc comme si. Comme tu l'as dit plus tôt, tu m'as questionné sur les types de logements que j'avais. En fait, vu que je prends des appartes, moi, j'ai les meilleurs apparts sur les 6 prochains mois parce que quand tu t'y prends au moins 3 mois à l'avance, tu vas avoir déjà ton appart sur 1 mois. Ce qui n'est pas toujours évident parce que tu sais, des fois, t'as. Il suffit qu'il y ait déjà. Il suffit qu'il y ait un andouille qui t'ait pris le week-end et c'est foutu, quoi. Donc, ça, c'est le gros avantage que j'ai, c'est que j'arrive à trouver des logements sur 1 mois et souvent les gens, ils me demandent, en vrai, si vous prévoyez longtemps à l'avance, vous avez les meilleurs logements possibles. Quoi. Et tu t'y tiens, c'est-à-dire que ça arrive pas des coups où tu te plais trop à un endroit et tu veux rester une semaine de plus? Si, mais je bouge quand même. Okay. Ah ouais, moi, ça m'est arrivé de partir d'un endroit et d'avoir le cœur brisé. Hein. Parce que je me dis, je suis trop bien ici. Je me souviens quand je suis resté 1 mois à Chiang Mai et que j'ai dû aller à Phuket derrière, j'étais dégoûté. Hein. Je suis tombé amoureux de Chiang Mai, je me suis dit, ma routine, elle est trop bien là-bas. Et quand j'ai dû partir, je suis non, je dois déjà partir, tu vois. Ça m'est arrivé plein de fois, franchement. Il y a plein d'endroits où je me dis, bon,
je vais pas me plaindre de ma vie parce que je vais découvrir plein d'endroits qui sont magnifiques, tu vois, c'est quand même un kiff de voyager. Et puis, je pense que c'est bien aussi de partir, que ça te fait chier. Alors que si tu pars et que t'es trop content, c'est que c'était pas si bien que ça. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, quand on est un peu nostalgique de partir d'un endroit, il faut penser au prochain voyage. Ouais, et puis c'est vrai que l'aventure. c'est complètement l'aventure. Et il y a des destinations où, en fait, des fois, t'es content de partir parce qu'il y a un truc qui t'a trop déplu. Exemple, quand j'étais aux Philippines, j'en avais marre du réseau Internet qui était complètement aléatoire, les coupures d'électricité constantes. Je suis parti, je suis allé à Bali, donc voilà, ça allait bien. Et maintenant, en fait, Siargao me manque, j'ai envie d'y retourner, tu vois. Donc en fait, il y a souvent ce process où tu dis, je m'en vais et je pense que je reviendrai pas. Et 6 mois après, t'es là en mode, c'est vrai que ça me manque en fait. Ça te fait réaliser pas mal de choses. Qu'est-ce qui te manque à Siargao? La nature. La nature. Ah, la nature. Waouh, ce mix de vert et de bleu à Siargao, c'était. Je suis pas encore allé. Moi, là, en Philippines, dans les objectifs, il faut que j'aille voir Boracay, Siargao, Palawan, Siquijor. Palawan, je suis déjà allé. Ok. Ouais. Ouais, non, mais il y a pas mal de Siargao, c'est vraiment, ça m'a mis une claque. Déjà, t'arrives en avion, t'as l'impression d'atterrir dans des palmiers. Il y a des forêts de palmiers. Mais c'est des spots qui prennent un peu en ce moment, non? Siargao Digital Nomad, c'est Rising. C'est vraiment en train de. Justement, tout à l'heure, dans la question que je te posais, je pense que. Parce que je vois même sur l'offre Airbnb, il commence à y avoir des petites villas. Tu vois, ils s'inspirent. Bon, ça, c'est le souci. Bali, c'est les champions du monde pour faire des intérieurs. Les Philippines, bon courage. Ouais, ils sont pas encore. Non. Mais on voit que, si tu veux, ils s'améliorent un petit peu. T'as des offres qui commencent à être un peu sympas. Ouais, mais Philippines, tu vois, tu peux payer le double pour un truc moitié moins bien que Bali. Triple de Bali, ouais. C'est compliqué. Et du coup, comment tu gères le dilemme du nomade, si on peut appeler ça comme ça, le fait d'être torturé entre le fait de retourner dans des destinations que tu as adorées, là, qui t'appellent, tu vois, tu viens de parler de Tenerife que tu as envie de retourner, Siargao, etc. Et l'appel de l'aventure de nouvelles destinations. En vrai, c'est, je pense, la partie la plus compliquée de mon job maintenant. Qui va devenir de pire en pire. Parce que là, tu es à 33 pays, quand tu vas avoir le double, potentiellement, tu vas découvrir des j'aurais envie de revenir. Il y a plein d'endroits, tu vois, il y a plein de. Je pense que c'est une question qui est super dure parce que découvrir le monde, c'est quand même quelque chose de passionnant. Enfin, c'est hyper excitant. Tu découvres des nouvelles cultures, etc. Tu rencontres des nouvelles personnes. Il y a énormément de pays, il y a énormément de villes que j'aimerais faire. Enfin, la liste est très très longue, mais il y a aussi plein d'endroits où j'ai envie de retourner. Ouais. Donc la répartition, là, j'ai fait un pacte avec moi-même, tu vois, à partir de là tout de suite, peut-être au moment où tu publieras cette vidéo, ce sera déjà acté, j'aurai déjà commencé, mais là, je veux découvrir plusieurs pays dans les prochains mois. Donc j'ai booké pas mal de nouveaux pays de ce côté-là, enfin de destinations, de villes que je vais découvrir. Donc c'est un objectif pour moi de découvrir le monde. Je pense que c'est important de le faire si en plus j'ai ma base à Bali. Il faudrait que je trouve le moyen de faire 4 mois à Bali, 4-5 mois à Bali. Et le reste de l'année, il faut que ça soit divisé entre 2 mois dans une destination que j'ai déjà faite, que j'aime et j'ai envie de retourner. Et le reste, il faut que je découvre. Tu vois, donc il y a pas mal de trucs de ce côté-là. Donc ça peut être important, quoi. Et en fait, le gros problème dans le fait d'arriver à découper son temps entre les nouvelles destinations exotiques versus ce qu'on aime déjà, c'est surtout le transport, en fait. Et ce qui serait absolument génial, je sais pas si tu penses à ça parfois, ça serait des moyens de transport encore plus rapides que ce qu'on a actuellement, quoi. Le Concorde, ramenez-le. Il y a Boom, hein, je sais pas si tu as vu. Ouais, j'ai vu. Et il y a deux ou trois en tout sociétés qui travaillent sur des avions hypersoniques avec des essais qui arrivent en 2030, c'est demain. Et ça, je mise énormément là-dessus parce que ça va peut-être changer la manière dont on se déplace. Tu vois, si c'était aussi facile que de prendre un Uber, de changer de pays, tu vois. En plus, on vit dans un monde qui est amené à encore plus être nomade. Tu vois, les gens vont encore plus avoir envie de voyager, je pense. De toute façon, c'est dans notre ADN. Hein. L'homme a besoin de bouger. Hein. Ça, c'est une réalité. Mais ouais, en fait, ce que je fais pour beaucoup bouger, j'ai une petite astuce. C'est pas vraiment une astuce. Je pense qu'il y en a plein qui font ça. Mais j'essaie de faire des stops stratégiques. Ouais. Plutôt que de me dire je vais faire 3 vols pour arriver à une destination. Ok, quel vol direct je peux prendre pour aller à un endroit qui potentiellement m'intéresse. Et à l'escale en fait, s'il y avait eu mais je reste genre 2-3 semaines, en fait, tu restes. Complètement. Ouais. Je fais ça très souvent. Moi, mon grand problème actuellement, c'est que les 2 zones que j'aime bien, c'est Amérique latine et Asie. Donc, c'est le grand écart et c'est horrible parce que je me prends 25 heures d'avion. Dans le passé, je faisais souvent un stop. Pour faire du Panama à Asie, c'est souvent Dubaï, Istanbul. Okay. Istanbul, c'est le vol le plus long qu'on puisse faire depuis Panama. Et là, dernièrement, il y a une compagnie qui s'appelle avec des avions rayés, j'ai pas le nom, c'est Condor, okay. Qui s'arrête à Francfort et qui a
qui a des tickets vraiment pas chers. Donc, j'ai fait ça. Mais c'est vrai que de s'arrêter, il faut que je le fasse plus. Parce que là, ça fait 2-3 fois que je viens en une traite. C'est usant. Et, C'est fatigant, plus t'as le jet lag aussi. Hein. Ouais, alors moi, ça va, le jet lag. T'as des problèmes de jet lag tout le temps? Non, ça va. Bah, en fait, ça dépend dans quel sens il est. Est-ce que t'as un conseil à donner là-dessus ou pas? Parce que moi, je peux donner un conseil. Donne ton conseil, vas-y, je t'en prie. En fait, c'est d'être une brute. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive de Panama, il est 6-8 heures le matin à Bangkok. Et en fait, t'es éclaté, t'as envie de dormir. À 14 heures, la plupart des gens vont faire une sieste ou quoi. Moi, je vais me tuer. Je vais rester jusqu'au soir, jusqu'à 7-8 heures. Et en fait, je me remets dans le truc dès le premier jour. Donc, je me fais souffrir. Mais ça demande d'être solide parce que tu piques. Moi, j'arrive pas. Et c'est, en plus, moi, j'adore les jet lag. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai tendance à me décaler un peu, tu vois, à me recoucher un peu plus tard si je reste trop longtemps dans un même endroit. Ça te recale, quoi. Ah, ça me recale, génial. Moi, j'adore quand j'arrive à Bangkok et que je vais me coucher à 7-8 heures du soir. Ouais. Et du coup, tu te réveilles à 4-5 heures en pleine forme, tu peux travailler, personne n'est levé, il se passe rien dans la vie, j'adore. Ouais. Et après, tu remets 1 heure tous les soirs et tu arrives à te restabiliser autour des 10h30, 11h. C'est parfait quand tu arrives à te coucher à ces heures-là. Moi, je sais que j'ai découvert beaucoup de villes à 6h du mat. Parce que j'étais jet lag et je prends les running shoes et hop, allez, on va découvrir la ville. Et en fait, à 6h du mat, la ville, elle est incroyable. Parce qu'il n'y a personne et t'as les premières lueurs du jour. C'est magnifique. Donc voilà, je sais pas si c'est un conseil très médical, très scientifique, mais en gros, butez-vous le premier jour à ne pas dormir jusqu'au soir. C'est dur, mais vous allez vous remettre directement dans un bon truc. Je sais qu'il y a aussi le fait de manger aux mêmes heures. Il y avait quelque chose. C'est pour ça que dans l'avion, ils te donnent toujours les repas, ce qui est hyper agaçant. Des fois, t'es là, tu commences à dormir, chicken en beef, et toi, t'es là, je veux juste dormir. Ouais, c'est bon. Donc, c'est pour ça. Faire du sport aussi, faire un coup de sport, ça fait du bien. Voilà, bon. Mais après, je sais qu'aussi, c'est quelque chose de très personnel, le jet lag. Il y a des gens qui souffrent vraiment très fort. Moi, aucune souffrance. Ouais, puis peut-être qu'on s'est un petit peu habitué à beaucoup voyager, donc peut-être quelque part que notre corps... Peut-être aussi. Et puis, il y a des sens dans lesquels c'est plus ou moins facile. Ouais. Je crois que c'est plus dur quand je rentre à Panama. Bah, se coucher tôt, se lever tôt, ça va. Dans l'autre sens, c'est moins fun. Hein. C'est plus dur. Quand tu n'arrives pas à dormir le soir et que tu es décalé, que tu te lèves tard. Ah, moi, je déteste ça. Mais sinon, je me tape une nuit blanche. Ouais, bah voilà. Ça rebondit sur le concept. Ouais, ça rebondit sur le concept de se faire souffrance. Exactement. Pour essayer de se remettre dans un. Ok. Est-ce que tu as des outils que tu utilises? C'est quoi un peu quand tu bookes tes voyages, etc. Est-ce que tu as des méthodes? Ouais, j'ai un outil que j'adore. Je pense que tu connais, c'est Flight Connections. Ouais. C'est pour moi j'ai l'abonnement premium. Okay. C'est, je pense, mon site préféré. À chaque fois que je dois booker un voyage, c'est le premier site sur lequel je vais. Parce que comme je te l'ai indiqué. À quoi il sert pour ceux qui alors en fait, c'est un site qui va. Donc, vous allez sélectionner un aéroport. Admettons, en ce moment, vous êtes à Bangkok. Vous choisissez votre aéroport. Donc, Bangkok, il y en a 2. Mais bref, vous choisissez celui qui vous arrange. Et en fait, ça va vous tisser un peu comme une toile d'araignée où vous aurez tous les vols directs et indirects au départ de Bangkok. Ouais. Et en fait, vous pouvez, si vous voyagez comme moi, d'étape en étape, enfin de ville en ville, de pays en pays, vous allez pouvoir voir, OK, en vol direct, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Où c'est que je vais pouvoir aller? Et ça me permet de préparer tous mes voyages parce que je déteste faire des escales. Je veux en faire le moins possible dans ma vie. Donc, voilà, c'est un objectif. Donc, justement, grâce à Flight Connections, je vais réussir à trouver des endroits qui m'intéressent auxquels je n'aurais peut-être pas pensé. Pareil. Bah, tu sais, je suis allé, je sais pas si tu as vu mes vidéos sur ma chaîne, je suis allé à San Andrés cette année. Ouais. Donc, qui est une petite île de Colombie, mais qui est au large des côtes du Nicaragua. Et je suis allé à Barbade. Ouais. Parce que avec Flight Connection, je vois qu'il y a des directs depuis Panama et comme je déteste faire des trucs compliqués, et je me suis retrouvé dans ces destinations auxquelles c'était pas dans le top de ma liste du tout. Non, bonne surprise. Ouais. Donc voilà. Ça c'est vraiment le site que j'adore. Après, passé un temps, j'utilisais pas mal nomads.com. Anciennement, ça s'appelait The Nomad List. Ouais. Je l'utilise beaucoup moins maintenant parce que je pense que j'avais suffisamment de réseau pour savoir si une destination est bien ou pas. Mais c'est vrai qu'avant, j'utilisais pas mal au tout début. Donc, c'est un site, pour ceux qui connaissent pas, qui répertorie toutes les destinations du monde. Et ce qui est bien, c'est que vous avez des sortes de, si ça n'a pas changé. C'est un rating, tu vois. Ouais, un rating sur tout ce qui nous importe un petit peu. Sécurité, vitesse de l'Internet, coût de la vie. Pas totalement fiable.
Ouais, Il est basé sur les Américains, déjà. Ouais, déjà. Donc, ils ont une opinion qui peut être différente. Donc, j'ai vu que moi, tu vois, en fait, ils vont te dire monthly income, l'argent qu'il va te falloir par mois pour vivre confortablement. Des fois, c'est des prix démesurés, tu vois. À Danone, ils vont te dire 1800 par mois, n'importe quoi. Parce que les Américains, forcément, ils ont des gros revenus et des gros spenders. Ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est pas toujours fiable sur certains points. Mais ça reste sur la vitesse de l'Internet, des trucs comme ça, tu vois, ça te permet en un clin d'œil de voir un peu. Et puis, tiens, pour voir un peu les destinations montantes, etc., c'est pas mal leur classement aussi. Donc, voilà, c'est les 2 sites que j'utilise le plus. Après, j'ai pas forcément. Tu fais pas de travel hacking, des choses comme ça, un peu d'optimisation? Pas forcément. Après, si je suis à fond sur les Google Flights, je compare beaucoup aussi, ou Skyscanner pour voir ce qui peut être le plus intéressant. Parce que vu que je vole en vol direct, tu peux avoir des fois des prix qui sont intéressants. Selon les destinations, les aéroports, il y a aussi des bons coups à faire. Donc, à fond là-dessus. Mais tu sais d'être flexible. Ah ben. Si en fait. Si t'es pas un jour près. ça peut changer vraiment énormément. Tu regardes, tu mets le calendrier sur Google Flights, pardon. Et tu regardes, en fait, et t'as les prix en vert, et tu regardes globalement la destination qui est la plus intéressante. En fait, c'est le premier truc que je regarde. C'est dans mon process. Je vais d'abord regarder donc Flight Connections. Ensuite, je bascule sur Google Flights. Je regarde, OK, quels jours sont les plus intéressants. Donc, je vois les vols qui sont les moins chers, ou du moins ceux qui a aussi sans escale. Je sélectionne mes dates et ensuite je vais chercher mon Airbnb calé sur ces dates-là. C'est ça le process. Voilà. Process du chef. Est-ce que tu as une assurance? Parce que ça, c'est un sujet qui revient souvent. Donc toi, tu vis tout le temps hors de France. Comment tu gères la santé? Déjà, un point ultra important, partir sans être couvert, c'est quelque chose de très dangereux et que je ne recommande pas du tout. Faut vraiment être couvert par une assurance. Alors, peu importe les plans, quoi qu'il en soit, même sur des séjours de 1, 2, 3 mois. Honnêtement, c'est peut-être la première chose à laquelle on devrait penser quand on voyage. En vrai, un crash de scooter, un truc comme ça peut arriver super vite. Même un truc tout bête, tu tombes tu te fais une cheville sur un trottoir, ça peut arriver. C'est vrai que nous, en tant que Français, on est un peu habitué à être chouchouté de ce côté-là, en mode on arrive à l'hôpital, salut, j'ai une carte vitale, tu vois. Donc le problème, ça descend un peu. Oui, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais sur le papier, on se prend pas la tête là-dessus. Tu vois, on se dit, on arrive, on a une carte, on la sort et l'affaire est pliée. À l'étranger, c'est différent. Vous devez, pas toujours, mais dans la majorité des cas, avancer vos frais. C'est important d'être remboursé là-dessus. Il faut savoir aussi que vous allez très certainement passer dans des services qui sont privés, qui vont facturer. Vous arrive un truc, vous arrivez à l'hôpital, le premier truc qu'on vous demande, c'est des fois votre carte bleue. Donc, hyper important d'être assuré, d'avoir une couverture qui est aussi adaptée à ses besoins. Moi, qui suis digital nomade et comme tu l'as indiqué, qui ne vis plus en France, je dois avoir une couverture. J'ai fait en sorte d'avoir une couverture qui est vraiment canon, qui me couvre sur plein de trucs international. Donc, à part, je crois, les États-Unis où il faut que je paye un peu plus, ce qui est normal parce que le système de santé est un petit peu différent aux États-Unis. Mais dans les 3/4 des pays du monde, je suis couvert. Je suis couvert sur plein de choses. Je suis même couvert sur la médecine douce. Là, ça se voit peut-être pas, mais je porte des lentilles. Je suis couvert aussi là-dessus. Donc, on me rembourse aussi quand je refais des lunettes ou je prends des lentilles. Donc, j'ai vraiment fait en sorte de trouver un plan qui est adapté à ma vie de digital nomade. Tu peux partager Safety Wing, tout simplement. Donc, Safety Wing, c'est l'assurance qui, à titre personnel, moi, m'accompagne depuis plus d'1 an, que j'apprécie sur son côté simple, en fait. T'arrives, tu payes, t'es couvert dès le jour 1. Alors, déjà, ce qu'ils ont de bien, c'est qu'on peut commencer à être assuré même si on est déjà à l'étranger. Exactement. Ce qui est rare. Ce qui est très rare. Ce qui est très rare. Tu payes au mois. Ce que j'aime avec eux, tu peux payer au mois ou à l'année, mais tu auras un discount si tu payes à l'année. Ce que j'aime avec eux, c'est que leur site est très clair. Tu vois, la plupart des sites d'assurance, moi, ça me... Casse-tête, hein. Bah oui, parce que pour savoir combien ça va coûter et qu'est-ce que tu vas avoir, il faut donner 1 million d'informations, il faut rentrer dans des tunnels. Alors que tu vas sur leur site, tu peux savoir directement. D'ailleurs, pour petite information, ça va devenir un des partenaires de la chaîne Safety Wing parce que d'après mes recherches, bon, après, ça dépend. Si t'es âgé, c'est pas la meilleure option. C'est autre chose. C'est pas la meilleure option. C'est autre chose. Mais pour le gros de l'audience aux ATV, je pense que c'est un des meilleurs deals qui soit en termes d'assurance. J'ai regardé un peu aussi ta Genki qui est pas mal. Je sais pas si tu avais comparé d'autres assurances. Si, c'est dans ma communauté privée. Il y a un énorme comparatif sur les assurances. Voilà. Mais c'est Safety Wing qui est sorti. En fait, Safety Wing, quand t'es en dessous de 40, quand t'as moins de 45 ans, il faut savoir que c'est une assurance
à la base créé par des digital nomades pour des digital nomades. Ouais. Donc c'est dur de faire mieux, tu vois. C'est exactement, t'as aussi la couverture, tu sais, sur ton matériel tech, si jamais t'arrive des trucs. T'as les sports extrêmes. Enfin, je trouve qu'ils ont beaucoup de add-ons que tu peux rajouter. Et comme tu l'as indiqué, la simplicité aussi de prendre son assurance, ce qui quand même facilite un peu la tâche. Quand au niveau des remboursements, ça se passe comment? Souvent, moi, je les ai sous 6 jours à peu près en termes de délai. Là, dernièrement, quand j'étais à Lombok, je suis tombé malade, je suis allé 2 fois à la clinique. Je payais sur place et ensuite j'étais remboursé sur 6 jours. À noter que si vous cassez une jambe ou quoi, vous n'êtes pas obligé de payer vos 5 000 euros ou 6 000 euros qu'on vous doit à l'hôpital si vous n'avez pas l'argent. En fait, il y a un numéro d'urgence et c'est à l'hôpital de contacter le numéro d'urgence pour valider le devis, recevoir le paiement de Safety Wing et ensuite vous êtes soigné. Okay. C'est important de le préciser parce que les gens ils se disent ah oui mais si ça reste une assurance, voilà, ils sont là pour vous couvrir en cas de gros pépins. Donc, Et je sais pas si tu peux partager combien tu payes à peu près par mois. Si Moi, c'est mon plan, il est autour de $150 mensuel. $150. Ouais, donc en fait, ce qui est bien avec eux aussi, c'est que c'est assez simple. Ils ont 3 offres grosso modo. Ouais, ils ont Essential. Essential, ça va être plus pour ceux qui se baladent un peu. Ouais, si tu vis encore par exemple en France et que tu pars 2 mois, 3 mois à l'étranger, Essential, c'est ce qu'il faut, le strict minimum. Ensuite, t'as le Complete. Complete, c'est ce que tu prends. Voilà, et ensuite, t'en as un autre qui est plutôt basé sur les entreprises. Ouais, non, le dernier, oui, ils ont ça, ils ont des offres pour les entreprises, effectivement, mais ils ont aussi un truc City, je sais plus comment ça s'appelle. Nomad Citizen, mais il vient juste de sortir. Qui est fantastique. Là, par contre, c'est 400 par mois. Ouais. Donc là, c'est un peu plus cher, mais par contre, ils vous donnent carrément une carte avec. En fait, vous allez dans un hôpital, vous donnez cette carte-là pour payer une carte de débit qui est déjà chargée avec de l'argent, quoi. Et là. Si vous perdez votre job, votre source de revenus, ils peuvent vous assurer. C'est comme une mutuelle, en fait. Ouais. C'est vachement bien. Ouais, c'est pas mal. Et aussi, Safety Wing, je l'ai utilisé pas mal dans le passé quand vous allez dans des pays où il faut avoir un visa et qu'on vous demande en plus, donc pour obtenir le visa, on vous demande d'avoir une assurance. Si vous n'avez pas une carte Revolut qui a une assurance, Safety Wing, vous pouvez prendre au mois des assurances. De mémoire, ça coûte dans les $40 et ils vous donnent directement le certificat et vous êtes couvert. Vous pouvez mettre, par exemple, je pars du 16 janvier au 21, vous pouvez acheter une assurance que pour quelques jours et c'est vachement pratique. Et je le fais aussi pas mal pour ma petite copine quand on demande des visas. Comme elle a... Ça, c'est un point en plus, tu fais bien de l'aborder parce que des fois, il y en a qui veulent des visas sur le long terme. On va vous demander, dans la plupart des cas, une assurance. Est-ce que vous êtes couvert Ouais. Et ça, il faut y penser. Hein. Ouais. Et du coup, pas mal. Donc, on mettra un lien en dessous pour ceux qui sont intéressés. J'ai vu que tu mettais des QR codes aussi sur tes vidéos. Ouais, parce que il y a beaucoup de gens qui regardent maintenant. Moi, c'est 45% de mon audience sur grand sur écran. Ouais. Ok, j'ai pas regardé. Ça, c'est intéressant. C'est une bonne métrique. Petit conseil, ouais. Mais de plus en plus avec les smart télé, maintenant, vous êtes sûrement de plus en plus à nous regarder sur une télé. Exactement. Donc, ouais, ça fait sens de mettre un QR code. Quel est ton starter pack quand tu arrives dans un nouveau pays? C'est quoi les premiers trucs pour que tu sois bien, que tu te sentes bien? Alors moi, dès que j'arrive dans un nouvel endroit, c'est assez sport parce que je veux tout vérifier ce qu'il y a autour de moi très rapidement. Okay. Donc j'arrive dans mon logement, on va dire que j'arrive le matin, je drop les valises, je fais OK, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Je vais repérer les supermarchés, salles de sport, recovery center si jamais je veux un truc comme ça. Quel est l'endroit où je peux manger pour pas cher? C'est une petite mamie qui fait des petits plats, tu vois, je regarde un peu ce qu'il y a. Ta cantine. Exactement, la petite cantine, les restos aussi de manière générale qu'il y a autour, les cafés où je peux potentiellement bosser. Je vais vraiment faire une grosse analyse. Alors des fois, je le fais un peu en amont, mais quand j'arrive sur place, je vais vraiment repérer. Je loue mon scooter dès le jour 1. Moi, alors en Asie en tout cas, j'adore me déplacer en scooter. Pour moi, c'est ce qui me permet d'être le plus libre possible. Et je suis très à l'aise en deux roues, donc automatiquement, ça c'est le premier truc que je fais. Je vais chez le loueur, je veux le louer tout de suite parce que j'ai pas envie de me déplacer en grab. Et au moins, je suis vraiment libre derrière. Ensuite, hyper important, ça c'est un truc qui change tout. Je déballe bien mes affaires, je mets bien tous mes t-shirts sur les cintres, etc. Parce que ça, c'est un sentir bien. Il faut se sentir bien chez soi, même si c'est un logement loué sur un mois. En fait, mentalement, bien sûr. Si tu mets un petit peu, tu éparpilles tes affaires un petit peu de partout, faut pas que ce soit le bordel, mais voilà, tu te mets un peu à l'aise, automatiquement tu vas te sentir mieux. Et moi j'ai même des petites astuces, alors ça va faire rire pas mal de gens, mais des fois je vais sur la première semaine où j'arrive, ça m'arrive de m'arrêter chez un fleuriste et je vais acheter 2-3 plantes en fait c'est des trucs tout bêtes, mais juste vu que tu sais souvent les logements Airbnb ils sont un peu impersonnels, et
moi, j'aime bien rajouter cette petite touche et vraiment, ça fait toute la diff, tu vois. Je vais en donner une dans le même genre de ce que tu fais. C'est rare que je prenne des Airbnb, mais ça m'est arrivé sur des séjours longs. Et un truc que j'aime bien faire, c'est aller acheter une bougie. Souvent, que j'ai à Panama. Aussi, Donc, en fait, c'est tellement important pour moi le côté olfactif d'un environnement. Donc, ça te fait se sentir bien à la maison. Et je vais directement acheter des bons shampoings, des bons savons, un peu ce que j'ai aussi à Panama, par exemple. Ça. Et en fait, ça me recrée ma bulle. Et moi, j'ai même des petits sachets de lavande que j'avais ramené de France la dernière fois que j'y suis allé. Et du coup, je les mets dans mes vêtements et dans ma penderie. Du coup, ça sent bon la lavande. En vrai, là, vous devez être mort de rire. Mais c'est qu'est-ce qu'ils disent. Mais en vrai, ça fait toute la diff de juste avoir, que ce soit olfactif ou visuel, d'avoir ces éléments. En fait, tu te sens juste mieux chez toi. Et c'est un point qui est quand même ultra important quand tu voyages constamment. Niveau Internet, comment tu fais quand tu débarques dans les nouveaux pays comme ça? Est-ce que tu as un forfait qui te suit partout? J'ai un forfait pour l'instant, au moment où on tourne cette vidéo, j'ai un forfait free qui est honnêtement 35 gigas dans tellement de destinations. Ils sont bons. Ils sont très très forts. Free, merci pour ce que vous avez fait, parce que honnêtement, quand je vois des potes qui sont pas français, comment ils galèrent. Donc voilà, après la solution. Dans le reste du monde, ça coûte cher en fait. Ça coûte cher. La solution qui peut être intéressante, c'est basculer sur du eSIM, mais c'est un petit peu plus cher. Après, sinon. Mais ça marche bien. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, en fait, dans la plupart des pays du monde, vous arrivez. Et si sur votre téléphone, vous avez des applications, moi je sais même plus comment elles s'appellent, mais il y en a 2-3 qui sont connues. Airalo, La Fly, bref. Bon, bref, c'est une application que vous avez sur votre téléphone, vous marquez le pays dans lequel vous êtes. Souvent, ils vendent même par package de zones. Et vous achetez pour le temps que vous en avez besoin et ça installe une eSIM dans votre téléphone. C'est rapide. Hein. Et direct, instantané quasi, enfin 2-3 minutes. Et directement, vous avez une eSIM locale. Ça m'a sauvé plus d'une fois, l'eSIM. Donc ça, je le recommande. Peu de pays où Free n'est pas disponible. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas un forfait comme Free ou autre, faut pas hésiter. Dès le jour 1, vous arrivez. Donc, vous pouvez vous prendre une eSIM pour, 5 jours. Au moins, t'étais pas en stress, tu vois. Et derrière, il faut aller dans les 3 premiers jours. Vous allez dans un endroit où on vous vend des cartes SIM. Mais honnêtement, par exemple, au Vietnam, je sais que j'en avais acheté une. Je crois que j'avais 100 gigas par mois pour, ça me coûte, je sais pas. Ça va être ridicule là-bas. 10 €, même pas. Ouais, c'est possible. J'avais genre illimité quasiment, tu vois. Donc, ça peut être intéressant. Juste pensez bien à aller acheter votre SIM avec un passeport. On vous demande toujours un passeport. Après, moi, je le fais plus ça parce que ça fait perdre trop de temps et c'est tellement bien les applications d'eSIM que je me prends. Non, mais moi aussi, je suis plus team eSIM parce que je trouve que c'est vachement plus agréable. Mais il est vrai que si tu veux pas payer cher et avoir un forfait béton. C'est vrai qu'en plus, toi, tu restes un mois. Pour ceux qui font un partage de co. Là, c'est mieux d'avoir un forfait à 500 gigas. Parce que les eSIM, ça peut être vite 50, $60 le mois pour 20 gigas. Alors que c'est vrai que dans des pays, si tu restes vraiment un mois au Vietnam, tu vas voir. Cependant, on parle d'eSIM avec les applications, mais c'est vrai que localement, tu peux prendre de l'eSIM aussi. C'est juste que tu la payes sur place dans un store. Mais il faut penser à avoir son passeport, etc. Il peut y avoir de la queue, tu vois, dans certains pays. Ah oui, non, mais c'est énergivore. C'est énergivore. Ça dépend des profils, en fait. Si vous êtes pragmatique, 100% efficacité, l'eSIM, c'est plus pratique. Exactement. Toujours dans les préparatifs de ton voyage, t'es plus team bagage cabine ou grosse valise pour être très confort? J'ai une grosse valise. Coupable. J'ai une valise de 22-23 kilos qui m'accompagne partout. J'avoue que... T'en as besoin réellement ou pas? Si t'es honnête. En fait, le problème, c'est que mon sac à dos, il est blindé d'électronique. J'ai beaucoup de caméras, etc. Donc, mon sac à dos, je peux plus rien mettre dedans, littéralement. Après, ma valise en soute, je pourrais faire un peu moins. J'ai pas beaucoup de vêtements, mais je pourrais faire un petit peu moins. Mais ça me semble compliqué de basculer sur du cabine, tu vois. Tu sais que plus t'as de place, en fait, ton cerveau est rempli le vide. Donc, je sais. T'as sûrement pas besoin de tout ce que t'as. Après, il y a des gens, je sais, Billy, par exemple, que je salue, qui travaille avec nous sur Osai TV. Lui, il adore justement avoir de la variance dans les vêtements. Moi, c'est juste, je m'en fous, je me mets en noir tous les jours. Comme vous voyez dans les vidéos, c'est comme ça que je suis habillé aussi. Mais en fait, je pourrais faire ça, tu vois. Je sais que passé un temps, quand je suis arrivé à Bangkok, je suis allé chez Uniqlo, j'ai acheté 3 t-shirts. En fait, les 3 t-shirts, c'est fini. Tu prends 3 t-shirts, tu peux tourner là-dessus. C'est fini. Après, de base, j'aime bien les vêtements. Ça, après, mon mode de vie m'a aussi appris à être minimaliste, ce qui est d'ailleurs super, parce que ça sert à rien de surconsommer. Mais j'essaie d'avoir un petit peu de variété. J'ai des t-shirts, j'ai des débardeurs, j'ai différents shorts. Quand je voyage comme ça, j'ai 7 paires de chaussures, une paire de chaussures plus axée running si je vais beaucoup marcher, faire une petite rando. Une paire de Birk, donc plutôt des sandales, quoi. Et puis, c'est tout pour les chaussures. Quelques tenues de sport, bien que mes tenues de sport peuvent être aussi mes tenues où je me balade, tu vois. Donc, genre un débardeur, ça fait tout.
Après, c'est tout. Hein. J'ai une trousse de soins au cas où il m'arrive un drame. Mais, Ah, quand même? moi, j'ai une petite trousse. Mais au final, ça sert quasiment à rien, ça. Mais Ouais. c'est plus mental. La trousse de toilette, et puis c'est tout, en fait. Il n'y a rien d'autre. T'as dit, là, dans ton sac à dos, t'as ton matos, Ouais. donc pour filmer, etc. Tu utilises quoi? En termes de caméra? Ouais. Moi, je suis un grand fanatique de DJI. Ouais. DJI, si vous voyez cette vidéo, on peut peut-être faire un truc. Mais en tout cas, je les adore. J'adore leurs caméras. Ils sont forts. Je suis vraiment fan. Alors, j'ai la Osmo Action 5, qui est l'équivalent de la GoPro. Que j'adore. J'ai fait le vlog que vous regardez au Pérou dans le train. Ça a été tourné uniquement avec ça. Wide angle, donc vraiment super. À basse lumière, elle est quand même correcte, je trouve. Osmo Pocket 3, bon ça je pense que tous les vlogueurs la connaissent, c'est un peu la ref. Ouais. C'est celle que j'utilise majoritairement dans la plupart de mes vidéos, même si j'alterne un petit peu avec la Osmo Action. Je viens d'acheter la 360. C'est quoi ça? Équivalent de la Insta 360, okay. Mais DJI ont sorti la leur. Okay. Je préfère rester chez DJI, donc vu que c'est la même plateforme, etc. pour extraire la vidéo. Donc à ce jour, je l'ai pas encore testé. J'attends de faire du jet ski pour la tester. Je kiffe. J'ai un drone, j'ai le Mini 3 Pro. C'est ça qui prend de la place parce que là j'étais en train de faire l'addition parce que la Osmo elle est comme ça. J'étais en train de me dire pourquoi elle a besoin d'un sac. Tu vas comprendre pourquoi le sac est plein. Ok, vas-y. Le drone prend quand même beaucoup de place, donc j'ai celui-ci. Je vais pas tarder à basculer sur le 5, mais les drones c'est un peu risqué. Je me dis on va continuer de voyager un peu, on va voir ce qui se passe parce que j'en ai déjà planté un. Ok. Il y a pas des pays qui font des problèmes avec les drones Si Dubaï par exemple. Après. Des fois, ça peut arriver que tu te le fasses saisir à la douane et que tu dois aller le récupérer avant de prendre ton avion retour. Okay. Globalement, moi, je fais toujours attention. En Thaïlande, je précise, moi, j'ai payé pour avoir mon drone est enregistré sur le site du gouvernement thaï et j'ai une assurance thaï. Okay. C'est total 60-70 € à peu près, ça coûte par an. Alors un peu moins par an parce que l'assurance elle est renouvelée tous les ans, mais l'enregistrement non. Mais voilà, tu vois, moi je me suis mis en règle par rapport à ça. Ça te donne le droit de faire des... Ouais, parce qu'en Thaïlande, ils l'exigent sur tout type de drone, tandis que tu as des pays, en fait, quand ça fait moins de 250 grammes, c'est considéré comme un drone de loisir et que tu n'as pas besoin de register. Donc les tout petits là de DJI. Celui que j'ai, littéralement. Mais je sais qu'en Thaïlande, ils sont un peu plus pointillés là-dessus. Et là, tu peux aller sur la plage, le faire voler ou il y a des restrictions? Il peut y avoir des restrictions. Je sais que je m'étais fait un peu retoquer quand j'étais sur James Bond Island, pas loin de Phuket. Okay. J'ai fait voler, j'ai fait des plans magnifiques. Et il y a une dame qui vient me voir, elle me fait: votre drone, vous n'avez pas le droit. Je fais: si, j'ai tout payé pour. Ensuite, il y a 2 autres personnes qui reviennent, puis 3 autres personnes, tu vois. Et à la fin, je leur ai montré. Alors, c'était un peu bizarre cette action, mais c'est une anecdote intéressante. Parce que sur mon téléphone, j'avais la preuve écrite en thaï que j'avais payé pour enregistrer mon drone et que j'avais une assurance pour mon drone. Donc, en gros, quand tu montes ça, logiquement, t'es pas trop en tort. Mm-hmm. Et là, je les ai fait bugger. Ils savaient pas quoi dire. Et le guide avec qui j'étais, il m'a dit: ouais, ramène-le quand même. Ramène-le le drone et tu supprimeras les fichiers. Ouais, ça. Oui, ils ont été supprimés. Je fais des belles vidéos. Non, mais en vrai, il y a juste eu un moment de panique où ils savaient pas quoi faire. Tu vois, par rapport à ça. Mais moi, j'étais en règle, donc. Peut-être qu'ils savaient pas que ça existait. Ouais, ou peut-être qu'ils savaient juste pas m'expliquer que j'avais pas le droit de faire voler dans cette zone-là, mais ils me l'ont pas dit. Ok. Donc voilà. Intéressant. J'ai pas trop expérimenté encore d'utiliser un drone. Drone, c'est honnêtement, il suffit de regarder mes vidéos. Pour moi, c'est game changer sur les cinématiques. Donc moi, j'adore utiliser un drone, même si c'est stressant parfois. Enfin, une fois, je l'ai fait plonger dans la mer. Enfin, il a plongé tout seul, je précise. Donc ouais, il y a des moments de stress où t'as été cherché ou? Non, c'était dans la mer à Bali, mais je tiens à préciser sur cette histoire, toujours DJI, ils m'en ont renvoyé un parce qu'ils ont réalisé en analysant les données de vol de ma télécommande que c'était une erreur du drone. Ils m'en ont renvoyé un gratuitement, j'étais plus couvert. Waouh. Ouais, donc big up à vous. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme matériel? J'ai un pistolet à massage qui me prend quand même un peu de place. Un pistolet à massage. Ah ouais, c'est trop bien. Ah, c'est les trucs là avec la... comment ils appellent ça? Les massage guns. Ok. Ça, franchement, moi qui fais beaucoup de sport, en vrai, ça me fait du bien. Okay. Je pourrais m'en passer, surtout en Thaïlande, tu peux te faire masser, mais bon, je t'avoue que j'aime bien. C'est le matin, je le fais un peu. D'ailleurs, je voyage tout le temps avec un tapis de yoga avec moi. Je suis obligé de m'étirer le matin. Okay. Mais je l'enroule et je le mets dans ma valise. C'est pour ça que j'ai une valise aussi en soute. Tu vois, ce truc, ça prend de la place, ça rentre que dans une valise. Ça prend 10% de ta valise. Mais ça change tout. Ah, moi, si je m'étire pas le matin, c'est dramatique. Donc voilà, ça, c'est un impératif. Mais pour revenir au sac à dos, tu rajoutes j'ai un MacBook Pro 16 pouces. C'est gros. Ouais. J'ai un iPad. C'est pas trop gros, mais ça va. J'ai un Kindle. Donc tu rajoutes un peu d'électronique. T'abuses. Oui, c'est pour ça que tu comment ça, oui, mais... Après, j'ai parce qu'en vrai, les micros, c'est petit. Une seule tablette suffirait parce que tu pourrais lire sur le... Ouais, mais c'est pas le même type de... Ça te renvoie comme de la lumière bleue, un iPad. C'est pas aussi confortable. Donc, un Kindle, c'est vraiment une encre. C'est vrai que toi, tu voyages vraiment tout le temps, alors que moi, c'est plus par petite période. Et donc, je fais certains sacrifices. Tu vois, par exemple, je suis passé... Avant, j'avais un casque Bose confortable. Ouais. Quand je voyage, je le prends plus parce que pour vraiment limiter... Ouais, parce que
tu veux limiter parce que justement, pour finaliser, j'ai une sacoche avec tous mes disques durs, tous mes câbles. Donc, c'est bien fait. J'ai un Bose aussi. J'ai les AirPods Pro et j'ai le Bose. Le Bose pour l'avion, c'est quand même béton. Et quand je travaille, j'aime bien être, tu sais, j'ai l'impression d'être dans ma bulle quand je mets le casque sur les oreilles parce que ça me réduit vraiment tout. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là, j'ai dit disque dur, Bose, machin, le téléphone. Je filme beaucoup avec l'iPhone aussi, mine de rien. Il y a pas mal de plans parce que ça fait des super. Ils sont forts. Ouais, ça fait des super images et en fait, tu l'as tout le temps sur toi, donc au moins, c'est réglé. Les microphones. Je sens que j'ai oublié un truc qui est important. MacBook, iPad, Kindle. Ça, c'est tout ce qu'il y a dans mon sac à dos en électronique. Le pistolet à massage. Non, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ouais, en vrai, c'est beaucoup, mais si, un truc incroyable. Dernier truc, et après, c'est bon. J'ai un Apple TV. Et c'est trop bien. En fait, mon frère est de la même team. Et ben, tu sais que je comprenais pas à quoi ça servait vraiment quand on avait des télé connectées. Moi, je comprends toujours pas pour l'instant. Alors, je vais t'expliquer exactement qu'est-ce que ça a pour moi. En fait, partout où je vais, je branche juste tout le temps dans les logements que je loue, il y a au moins une télé. Ouais. Le simple fait de brancher mon Apple TV, donc je me balade avec le câble HDMI aussi. En fait, j'ai jamais besoin de me connecter sur les télés qui ne sont pas à moi. Ouais. Quand t'as un compte YouTube, un compte Amazon, machin, déjà de 1, c'est chiant à faire. Et de 2, des fois, j'oublie de me déconnecter quand je pars. Ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Donc maintenant, j'ai dit. Je trouve avec des gens qui regardent des trucs en indien. J'ai des trucs en indien et je me dis, mais attends, mais je regarde, j'ai pas trop d'intérêt là-dessus. Et tu sais qu'une fois, j'ai reçu un DM d'une femme qui m'a dit, je suis à Nha Trang au Vietnam, je suis connecté sur ton YouTube. Une meuf m'a DM comme ça parce qu'elle a tapé Dimmebrod. Okay. C'était le nom de la. Tu vois et... par contre, c'est ultra dangereux. Tu te connectes avec ta chaîne. Ah ouais, non, ça, c'est max. C'est pour ça. Donc, depuis, je me suis connecté de partout. J'ai acheté un Apple TV. J'ai juste plug and play, tu vois. Je me branche. Et le gros point de l'Apple TV, c'est que vu que je suis fan de l'écosystème Apple, tu peux en fait faire une projection d'écran avec ton MacBook. Okay. Ce qui peut s'avérer dans certains cas hyper utile. Donc, non, honnêtement, ça, c'est. Vraiment, je sens que je t'ai pas convaincu, mais pour moi, ça a été impressionnant. Non, en fait, je regarde pas la télé, donc. Mais moi, je regarde pas la télé, mais je regarde YouTube sur une télé. Donc, j'aime bien, tu vois, me mettre dans mon téléphone. Ouais, voilà, ça me suffit. Mais et même à Panama en soi, je n'utilise pas. C'est vrai. Mais ouais. Et puis en plus maintenant, comme tu as dit, il y a toutes ces télés connectées. Bon, pour YouTube, je peux regarder une vidéo YouTube sans me connecter sur mon compte. Ouais. C'est juste, j'aurais pas les recommandations. Mais en même temps, tu me diras, sur mon ordinateur, moi, j'ai une Chrome extension qui m'enlève tout. Quand je vais sur YouTube, moi j'ai une page blanche. J'ai juste une barre de recherche. Ok, intéressant. Parce que sinon t'as des rabbit holes. Tu vois, tu commences un truc et puis tu te retrouves à avoir regardé 3 heures de YouTube. Ouais. Mais ça, je comprends. Si t'as pas de discipline. Ouais, complètement. Après, il y a un dernier truc que j'ai oublié d'ajouter. J'ai une petite enceinte Bose aussi. Mais non, mais je t'explique. Il faut se mettre pas de machine à laver, de frigo. Pas encore. Non, mais en fait, j'aime bien, si tu veux, être dans mon confort. Moi, je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup de base. Ouais. Et en fait, il y a un truc que j'aime, c'est me mettre dans un confort où j'ai la télé en face de moi, je connecte mon enceinte à la télé, mon Apple TV est connecté à mon téléphone, donc je peux me mater mes petites séries, même si je regarde pas beaucoup de séries, ou mes youtubeurs favoris comme Ozai TV. J'ai l'enceinte, donc j'ai un bon son, j'ai une télé potable, c'est facile à manipuler, et du coup, tu vois, j'ai un peu l'impression de ça va dans ce que tu disais, de te sentir bien. Je me sens chez moi grâce à ça, tu vois. Donc, pour certaines personnes, ils doivent se dire, ça sert à rien, balance tout ça. Pour moi, c'est important. Ouais. Et t'as une vision de rester comme ça ou t'aimerais bien être plus léger? Est-ce que ça t'embête quand même? Parce qu'en vrai, moi, le vrai truc qui est embêtant avec le fait d'emmener une valise en soute, c'est le fait qu'elle soit en soute, donc de perdre du temps à la check-in et d'attendre, même si je voyage en business tout le temps et qu'elle sorte en première, y a plein de fois où comme tu sors vraiment en premier de l'avion, t'arrives et t'as des aéroports qui sont pas rapides, vraiment pas rapides, et tu te retrouves à attendre 15 minutes, 20, 30 minutes une valise. Et moi, quand j'arrive après un voyage, j'ai qu'une envie, c'est d'aller le plus vite possible à l'hôtel et d'attendre devant le tapis roulant, ça me tue. Quel est ton avis là-dessus? C'est beaucoup mieux de voyager plus léger, hein, tu iras toujours plus vite. Après, j'ai fait un pacte avec moi-même, je suis OK avec ça. Et sachant que tu fais à chaque fois 1 mois par spot, toi, ça va à peu près quand même. Mais c'est vrai. C'était vraiment, tu sais, les nomades les nomades américains là qui vont vraiment tous les 3, 4, 5 jours, ils changent de destination. Je fais pas ça. Ça serait impossible. Je fais presque du slow travel, tu vois. Donc au final, non, comme je t'ai dit, j'ai fait un pacte avec moi-même, c'est OK. Ouais, ça va, c'est pas trop un problème. Ça va alors. Ensuite, je voulais te poser également une question, c'est avec ton expérience de 5 ans de nomade digital, quels sont les avantages et les inconvénients de ce style de vie? Avantage numéro 1, découvrir le monde plus rapidement. Parce que si tu pars sur ce mode de vie,
Alors, bien entendu, ça dépend à quelle vitesse tu veux voyager, parce qu'on est libre de faire 6 mois à un endroit, 2 mois à un endroit, 1 mois à un endroit, ça dépend de chacun. Mais moi, je pars du principe qu'en fait, en étant digital nomade, tu gagnes du temps sur ta vie. Parce que si tu restes dans le schéma classique de l'emploi fixe, où tu dois te rendre tous les matins. Semaine de vacances. Exactement. Ça, alors, certes, quand tu seras en vacances, tu seras en full vacances et que tu vas penser à rien d'autre, ce qui est une bonne chose en soi. Mais en fait, tu es limité dans le temps. Donc, en fait, tu travailles pour avoir ces 5 semaines de vacances et potentiellement partir. Quand tu es digital nomade, tu es toute l'année en train de voyager, si tu le souhaites. Oui, après, et en fait, tu découvres de l'appétence des gens à voir le monde ou pas. Mais si tu aimes voir le monde, ce qui est le cas de la plupart des gens qui regardent cette chaîne. Tu te rends compte le temps que tu gagnes sur une vie si ton objectif, c'est de découvrir le monde. Et puis l'expérience de vie, ça donne des vies quand même super riches en fait. Ça rebondit sur le deuxième point. Deuxième avantage, les personnes que tu rencontres. Ouais. Moi, depuis que je voyage, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Je t'ai rencontré toi, j'ai rencontré plein d'autres youtubeurs. C'est peut-être aussi parce que je suis youtubeur, mais de manière générale, j'ai aussi rencontré des personnes qui étaient freelancers ou entrepreneurs, qui avaient, qui faisaient des choses incroyables. Et tu vois, ça m'a fait plaisir de rencontrer ces personnes. Est-ce que je les aurais rencontrées en France? Peut-être pas, sauf si j'habite à Paris et que je vais tout le temps dans des meet-ups, tu vois. Et encore, je suis même pas sûr. Donc ça, pour moi, c'est les deux grandes choses qui sont incroyables. Après, tu m'as demandé s'il y avait des choses négatives. Négatives, l'aspect social. Alors, avantageux dans le sens où tu rencontres des très belles personnes, mais attention, moi j'estime être un loup solitaire. J'ai pas trop de problème avec la solitude. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Les relations amoureuses. Il y a un vrai sujet là-dessus. On y vient juste après. Mais voilà, j'en dis pas plus. Donc ça peut être une vraie problématique. Et aussi, c'est énergivore quand même. Alors, ça dépend si vous êtes un slow traveler ou pas, mais quand vous voulez vraiment faire une destination par mois, vous avez à chaque fois. Il faut planifier ton voyage, les billets d'avion, les logements. Quand tu arrives sur place, tu sais... reprendre tes habitudes à chaque fois. C'est énergivore. Hein. Ouais. C'est pour ça que moi, je le dis souvent dans mes autres vidéos, la routine, c'est quelque chose de très important. Si vous gardez la même routine partout où vous allez, globalement, changer de pays, ce sera juste prendre un avion. Et hop, vous renchaînez. C'est pour ça que je fais tout très vite en une journée dès que j'arrive. Parce que le jour d'après, tu commences à travailler. Ça y est, c'est pareil. C'est pareil. Tu es juste ailleurs. Ouais. J'ai juste changé de fond d'écran. Voilà. Justement, donc on va faire la transition sur les relations parce que c'était aussi une thématique que je voulais aborder en fin de vidéo. On a gardé le meilleur pour la fin, le plus croustillant pour la fin. Est-ce que tu as une petite copine en ce moment? Non, mais... Ou tu ne veux pas répondre à cette question? Elle regarde, mais... Non, j'en ai pas. Mais c'est marrant que j'ai réfléchi. Je me suis dit, non, j'en ai pas en ce moment. Franchement, je vais pas me plaindre, mais disons que j'ai une vie où... à chaque fois que je change de destination, je rencontre une ou plusieurs nouvelles personnes mais j'essaie de pas trop m'attacher parce que je sais que moi, ma priorité numéro 1 en ce moment, c'est de créer du contenu, c'est de découvrir le monde. Et en fait, si je m'attache à quelqu'un, il est pas... si elle peut te suivre. Ouais, en fait, la condition, c'est ça. Et en vrai, ça peut arriver. Moi, je ferme la porte à rien. Mm-hmm. Moi, je pars du principe que un jour, ça me tombera dessus. Bien sûr. Donc voilà, donc je suis pas seul au monde. Non, voilà. Donc je suis pas très inquiet là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas ma priorité. Tu vois, quand j'arrive à un endroit, je suis pas là en mode faut à tout prix que je trouve quelqu'un ou autre. Si ça se fait, tant mieux. Il y a des endroits où même je voyais presque personne. Tu vois, c'était ok aussi. Du coup, je suis encore plus focus sur le boulot. Mais là, actuellement, ma priorité c'est de faire évoluer cette chaîne YouTube, c'est de découvrir vraiment plein d'autres endroits. Donc ouais, je vais pas dire que j'ai tiré un trait dessus parce que je ferme la porte à rien comme je te l'ai dit, mais il se passe pas grand chose, quoi. C'est juste des histoires éphémères. Et tout à l'heure, tu disais, ça peut être embêtant au niveau de la solitude, même dans les relations normales, hors amoureuses. Par contre, ça peut être tourné aussi en positif, c'est-à-dire que dans tous les endroits du monde, tu commences à avoir des potes, non? Un peu. Ah ouais, alors ça, c'est incroyable. Ou alors des gens que tu as envie de rencontrer, et tu sais, je sais pas, moi, il y a des destinations là que j'ai en tête dans la liste, et tu as des youtubeurs, par exemple, je vois, ils vivent à ces destinations. Ouais. Donc, je dis, rencontrer cette personne, je me fais ça dans mon liste. Ouais, non, mais ouf. Alors, encore plus avec YouTube, mais de base, depuis que je voyage, j'ai eu plein de situations où je débarquais dans un pays et j'avais un pote qui débarquait que j'avais rencontré ailleurs. Et tu vois, au moment où on tourne ce podcast, ce matin, un pote allemand m'appelle, il me dit « Ouais, Dim, du coup, ça fait un teasing sur une de mes futures destinations. Du coup, Playa del Carmel, je pense qu'on va pouvoir se caler parce que après Miami, je vais y aller. C'est quoi tes dates ?» Ouais, voilà. On est plein de personnes comme ça qui voyagent beaucoup et on se retrouve à des endroits. On essaie de... Ça m'arrive, là, il y a au moins 2 personnes que je vais recroiser à Playa del Carmen, tu vois, au Mexique. Et ça m'arrive tout le temps. Quand je m'en souviens, quand j'étais à Budapest, j'étais resté 2 mois. J'ai un pote que j'avais rencontré
rencontré au Mexique, justement pendant mon premier voyage, et qui me dit ouais, moi j'habite à Vienne, c'est pas loin et tout, viens si tu veux, je t'héberge. Et je suis venu 4 jours chez lui, tu vois. Et c'était un mec que j'avais rencontré au Mexique, et ça m'est arrivé plein de fois. Des fois, je débarque même dans des villes. Quand j'étais à Phuket, un autre pote allemand, il débarque, il me dit ah, moi aussi je suis là, vas-y, on se voit demain. Ça m'est arrivé plein de fois. Ouais. Et en vrai, ça c'est même, je pense que je peux rassurer les gens là-dessus. Plus vous allez voyager, plus en fait vous allez vous rendre compte que les gens vont plus ou moins aux mêmes endroits. Ouais, il y a des hubs et il y a des hubs, exactement. Et en fait, les gens, vous les retrouvez. Donc, au début, ça me brisait un peu le cœur de dire au revoir, parce que tu étais dans tes premiers voyages, t'es là en mode je le reverrai jamais. En fait, moi, il y a plein de gens que j'ai revus derrière. Donc maintenant, quand je dis au revoir à quelqu'un, je me dis que je le reverrai. Il y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, je tiens à relativiser là-dessus. C'est pas si horrible que ça. On revient aux femmes. Ouais. Où sont les plus belles femmes sur les 33 pays que tu as fait? D'ailleurs, je suis curieux d'avoir ton opinion sur le Vietnam. On peut en parler. Spécialiste du Vietnam. Les plus belles femmes que j'ai vues, c'est purement subjectif. Je dirais Philippines, Thaïlande. Et, tu mets pas le Vietnam dans la liste. Il va falloir que tu nous donnes ton opinion. Vas-y. Ouais, non. J'hésite. Il y a des pays d'Europe où je trouve qu'il y a quand même des jolies femmes. Les Italiennes, elles sont jolies. T'as quoi encore? Qu'est-ce que j'ai? Où c'est que j'ai été? En vrai, mine de rien, aux Canaries, il y avait quand même des jolies femmes, tu vois. Bien, la peau bien bronzée, sûrement un peu latina. Mexique, ça m'a pas tant marqué que ça. Mais voilà, pour l'instant, je sais que dans ces coins-là, ça m'a plu, quoi. Il y avait des très jolies femmes. Tu veux que je rebondisse sur le Vietnam? Ouais, vas-y, fais-nous le Vietnam. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Vietnam, les femmes, pour la plupart, ça dépend des villes, parce que sinon dans les commentaires ils vont dire non, c'est pas vrai. Mais c'est des femmes qui sont beaucoup plus traditionnelles que ce qu'on peut trouver en Thaïlande, aux Philippines, voire en Indonésie, où les femmes sont plus, voire en Malaisie aussi, où les femmes sont un peu plus cool. En Vietnam, en tout cas, à Da Nang, j'en ai fait l'expérience, et plein de potes à moi ont eu la même expérience. Et elles cherchent vraiment des hommes sur le long terme. Donc tu vas faire plusieurs datings avant qu'il se passe quoi que ce soit. Donc voilà, au moins les choses sont très claires. Va falloir les couvrir de cadeaux. C'est beaucoup très, très, très traditionnel. C'est différent dans les grandes villes. Je sais qu'à Ho Chi Minh / Saigon, c'est très différent. Puisque c'est des femmes qui sont un peu plus, je pense, la ville fait qu'elles sont un peu plus conscientes de comment ça se passe en Occident. Mais ouais, dans des villes pas trop développées encore au Vietnam, c'est des femmes très traditionnelles. Donc, moi, je sais quand j'étais à Da Nang, j'ai fait un seul date avec une Vietnamienne. Je me suis dit, ok, ouais, non, j'arrête. Et au final, je faisais que du dating avec des Russes, tu vois. Ah. Voilà, j'ai changé. D'ailleurs, une question qui me vient comme ça. Donc, t'es beau garçon, t'es bien musclé et tout. Tu devais déjà avoir du succès en France. Je pense pas qu'il y ait de souci de ce côté-là. Est-ce que le fait d'être devenu nomade digital, d'être devenu exotique, entre guillemets, dans ces pays, est-ce que toi, t'as vu une conversion encore supérieure? Tu sais, parce que souvent, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est souvent les vieux moches qui vont aller en Thaïlande pour pouvoir se taper des nanas parce qu'ils peuvent taper nulle part ailleurs. Toi, t'es typiquement la personne qui peut avoir des nanas partout dans le monde. Est-ce que ça a augmenté ton game, le fait d'être... Ouais. Je vois que suffit juste d'ouvrir une appli de rencontre. Le nombre de matchs que tu fais, c'est zling, zling, zling. Tu vois, donc ça veut pas dire que tu convertis à chaque fois derrière, mais je vois que déjà en Asie, même je pense en Amérique latine, si voilà, tu vois comment je suis, j'ai un peu le profil que une Thaïlandaise va rechercher, tu vois, le gars de l'Occident, les tatous, je pense que ça joue, un peu de muscle, grand. Elles aiment bien les mecs grands. Ça change pas mal quand même dans ce qu'elles aiment. Donc ouais, j'estime que moi c'est encore plus facile, même si j'aime pas trop utiliser ce terme. J'ai plus de succès, quoi. Je pense qu'on quelque part au final tu peux viser plus haut qu'en Europe, par exemple. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Je pense que je peux viser plus haut. Ouais, ça c'est une certitude. Mais ouais, automatiquement. En fait, je pense aussi le mode de vie que t'as attire. Tu vois, je suis là, j'habite entre Bali et la Thaïlande ou d'autres pays dans le monde. Automatiquement, t'as des revenus qui sont stables et plus que la moyenne, par exemple, en Thaïlande, c'est sûr. Et puis, tu as un côté statutaire. Tu sais, YouTube, c'est fantastique. Même avec, tu vois, tu commences, là, ça fait 1 an et demi que tu es dessus. Tu as 15 000 abonnés. À l'échelle de YouTube, ça reste petit. C'est le départ. Et sans aucune méchanceté. Mais non, parce que c'est de péter tous ces plafonds, d'ailleurs, le plus vite possible. Mais déjà, ça te donne un statut auprès des femmes. Je sais pas si tu l'as vu. Si. Mais moi, quand je dis que je suis youtubeur, des fois, à des locaux, ils prennent des photos avec moi. Ouais. Ça m'arrive très souvent. Ils font, je peux te suivre et tout. Et je dis, ouais, mais c'est en français.
français. Ils font, ouais, c'est pas grave. Ah ouais, ça, ils adorent. C'est trop bizarre. Je me suis direct et tout. Ils sont là en mode, ils sont super contents. Ouais. En fait, c'est souvent, par exemple, à Bali, je disais, j'étais youtubeur et souvent les gens me répondaient, les locaux, je rêve d'être youtubeur. Ils me disaient. Je crois qu'en France, c'est le métier d'ailleurs numéro un, la nouvelle génération. Donc je peux comprendre, mais à l'étranger, moi, je sais que ça m'est arrivé souvent, notamment à Bali, où les gens me disaient, ah, wow, incroyable, je vais faire la même chose. Donc ouais, on est plus successful auprès des femmes quand on est un homme et quand on voyage. Donc ça marche pour tout le monde en fait. Le fait de pouvoir viser plus haut, qu'on soit beau, jeune, musclé ou vieux avec le ventre et plus de cheveux, en fait, tout le monde prend tout le monde y trouve son compte. Hein. Prend un petit, je sais pas comment tu peux dire. On glow up un peu. Ouais. Je trouve pas les mots en français, mais on gagne des points avec le fait d'aller à l'étranger, surtout dans certaines destinations, c'est sûr. Si tu restes en Europe, je pense pas que tu gagnes autant de points, par exemple, si tu vas à Tenerife versus aller en Thaïlande ou aller aux Philippines. Ah non, mais franchement, j'ai plein d'anecdotes là-dessus. En plus, tu vois, je crois que c'était hier ou avant-hier. Je prends un café au bord de la plage et la serveuse, donc celle qui me donne le café, j'étais en maillot de bain, je précise, pour contextualiser. Et son collègue ou son supérieur, il vient me voir, il me dit, ouais, elle veut prendre une photo avec toi. En fait, elle était trop timide pour demander. Du coup, j'ai pris une photo. La meuf a pris une photo avec moi parce qu'elle voulait à tout prix avoir ce souvenir, quoi. J'étais là en mode, ok, bon, ok, pourquoi pas. Donc ça me serait jamais arrivé en France, tu vois. Ouais. Et ce qui est marrant par rapport à la France ou l'Europe de manière générale, tu vas voir les filles souvent en Europe, elles vont être dans leur bulle, elles vont justement essayer de croiser aucun regard, surtout dans les métros, dans les trucs comme ça, ou dans les malls. Et là, en vrai, si toi tu regardes, en fait, tu te fais chasser en permanence, en fait. Ah mais ouais, c'est une proie. T'es une proie, mais juste tu fixes les gens et les gens te fixent et les filles te bloquent. Et toi, quand t'as pas l'habitude de ça, tu te dis waouh. Mais tout, hein, ça peut être Hier, ça m'est arrivé justement, une serveuse, je passe à côté pas du tout un truc gogo ou quoi que ce soit, hein, un petit bar. Un bar, tranquille. La nana, elle était là, souriante et tout. Non, ça change un homme, comme on dit. Ouais, oui, on peut dire ça comme ça. Ta vie, elle fait, à mon avis, rêver pas mal de monde, surtout avec les belles vidéos que tu nous fais sur YouTube. Est-ce que tu penses que tout le monde peut avoir ce type de vie ou c'est quand même réservé en fait, à certaines personnes? Je préfère être assez honnête. C'est vrai que de base, je pense que vaut mieux être un peu, pas forcément un loup solitaire, mais il faut être OK avec la solitude. Ça veut pas dire qu'on est tout le temps seul. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu des fois où je suis arrivé dans des destinations où il n'y avait pas beaucoup de réseau. Réseau, je parle en termes de personnes. Tu te retrouves un peu seul les premiers jours et ça peut être dur mentalement. Mm-hmm. Après, on vit dans un monde où, entre WhatsApp, les FaceTime, tout ça, on a vite quelqu'un avec qui parler, du moins en pratique. Ouais, en fait, il y a toujours moyen de s'arranger et de justement vite bien s'entourer. Et pour ça, je peux donner pas mal d'astuces. Déjà, les communautés. Moi, c'est pour ça que j'ai créé les Nomades Libres, ma communauté sur Skool. C'est pour que les gens, ils puissent trouver d'autres gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes souhaits d'aller dans des destinations précises. Et comme ça, ils peuvent potentiellement y aller ensemble. Ou alors, quand ils sont sur place, contacter quelqu'un si jamais il y a une galère. Voilà, je réunis les gens. Mais il y a les co-living. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur un co-living ultra intéressant qui s'appelle Uma, qui font pas mal de co-living pour l'instant en Asie. Co-living en français. Co-living, pardon, ouais. Alors, je sais pas comment le traduire exactement, mais très concrètement, c'est un mix entre une grande... Si tu veux, je peux dire exactement, moi, ce que j'ai vu, c'est souvent, parce que j'en ai déjà fait, souvent, c'est des grandes maisons ou alors des grosses guest house où on met des gens en commun. Donc, souvent, ils ont chacun leur chambre et leur salle de bain, mais avec des parties communes. Type cuisine, piscine, voilà, souvent il y a des belles commodités. Et il y a aussi des espaces pour travailler, donc co-living, donc vivre, mais aussi coworking. Donc ils peuvent coworker. C'est un très très bon moyen de rencontrer des personnes souvent avec le même mindset. Et justement, ouais, cette entreprise, enfin ce concept Uma, c'était super. J'ai pu aller en voir 2 à Bali autour de Canggu. J'avais fait une vidéo là-dessus que je vous invite à regarder si jamais ça vous intrigue. Mais en tout cas, ils avaient loué une énorme villa, enfin 2. Magnifique, des villas que tu peux pas louer seul. Enfin, si tu peux, mais genre, ça n'a pas aucun intérêt. Mais du coup, chacun avait sa grande chambre avec une jolie salle de bain et ils avaient vraiment des parties communes où ils brainstormaient. Ils avaient une grande télé pour projeter des trucs. Donc, tu peux te faire un mastermind, tu vois. Donc, ça peut être intéressant. Donc, co-living, ça peut être une très, très bonne solution. Moi, quand je suis parti aux Canaries, on vivait dans une villa typique des Canaries, tu vois. C'était super cool et j'ai rencontré des super potes venus du monde entier. Donc, pour ceux qui veulent aussi améliorer leur anglais ou d'autres langues, ça peut être très intéressant. Donc, il y a pas mal, en fait, de techniques qui permettent, au final, de voyager avec l'expérience meilleure. Ouais. Parce que moi, ma question à la base, c'est est-ce que tout le monde peut le devenir? Et le premier problème que tu as soulevé, c'est le plus gros frein, ça serait peut-être la solitude. C'est la solitude, mais au final, je viens de te montrer aussi des solutions pour éviter d'être tout le temps seul. Mais
pour moi, premier... Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a la solitude et si tu n'arrives pas à tenir une routine. Ouais. C'est le deuxième point. En fait, d'avoir une bonne discipline. Si t'es pas, mais ça va aussi quand tu as un business en ligne, le freelancing, si t'as pas de discipline, tu réussis dans rien, tu vois. Donc, il faut être un minimum dur avec soi-même pour être en mesure de se dire, le matin, il faut que je me lève. Parce faut que j'aille faire. Se penser en vacances. C'est sûr que quand tu es à Da Nang avec la plage en bas. J'ai vu beaucoup de gens sombrer là-dessus parce que tu as des gens, ils partent, ils lancent à peine un business où ils te disent, ouais, je lance un truc. Ouais. Malheureusement, ils reviennent au bout de 3 mois et c'est bien d'avoir essayé. En vrai, honnêtement, faut pas les pointer du doigt, mais c'est vrai que si t'es pas dur avec toi-même, si tu te laisses un peu trop aller, tu perds tes repères et tu rentres, en fait, tu rentres chez papa, maman. Donc, pour éviter ça, être dur avec soi-même quand même, avoir une routine et s'y tenir. Alors, bien entendu, le week-end, c'est le week-end. Si vous voulez profiter le week-end, vous profitez, mais du lundi au vendredi ou alors peu importe les jours, mais voilà, vous essayez d'avoir plusieurs jours dans la semaine où vous essayez de vous lever à la même heure, où vous essayez d'aller faire du sport de façon quotidienne, surtout si vous aimez ça, et derrière, vous faites vos sessions de travail, vous essayez de faire des repas avec des personnes qui sont intéressantes aussi. Attention à pas toujours traîner avec des backpackers, des gens en vacances. Parce que là, attention, hein, le mindset, c'est pas du tout le même. Eux, ils veulent faire la fête chaque mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous êtes là, vous avez un business à gérer. Vous n'êtes pas dans le même mood. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment la distinction entre les digital nomades et expatriés et ceux qui sont là en vacances. Donc, ça, c'est ultra important. Voilà. Ça répond. En fait, c'était un peu la dernière question que je voulais te poser, les meilleurs conseils, mais je pense que c'est ça, en fait, les meilleurs conseils pour quelqu'un qui voudrait tenter cette vie de nomade digital. Ouais, en fait, la routine, c'est vraiment l'élément qui te permet d'être, à l'aise partout où tu vas. Et moi, c'est ce qui m'a sauvé. Après, de base, je suis quelqu'un d'assez routinier, bien que je voyage tout le temps. Donc, tu vois, au final, je change constamment de pays, mais j'ai toujours la même routine. Tu fais la même chose, en fait. Voilà, donc je vois plein de trucs, donc je suis vachement épanoui dans ma vie. Mais c'est vrai que en gardant cette même routine, j'arrive à être dur avec moi-même et partout où je vais, je suis hyper à l'aise et il n'y a pas de problème, tu vois. Alors, il y en a peut-être qui vont me dire oui, mais tu voyages pas comme on devrait voyager parce qu'on n'est pas censé savoir ce qu'on fait le lendemain. Ok, on recontextualise. Vous avez un business à gérer, vous voulez le faire évoluer. Votre but, c'est de gagner du temps sur votre vie. Donc, c'est-à-dire que si votre business marche bien, vous allez pouvoir voyager en même temps. Et faire beaucoup d'économies aussi selon les endroits où vous allez. Donc, on n'est pas dans ce mood de backpacker parce qu'en fait, la problématique du backpacking, ça peut être très bien. Ouais. Mais la plupart des backpackers, ils partent 6 mois, ils font plein de destinations, c'est hyper énergivore, mais ils voient le monde comme tu peux rarement le voir. Sauf qu'après, tu reprends le taf. Ouais, la plupart, ils vont travailler, par exemple, ça se fait beaucoup. Ils vont en Australie. Work permit, Australie. Ils font un work permit, ils vont travailler dans les trucs super durs où c'est super bien payé. Ouais, les fermes, pardon. Les fermes, mais même il y a d'autres trucs, je crois, sur les mines. Les mines, c'est le plus ce qui paye bien. Donc, ils sont logés carrément sur place. Ouais. Donc, ils engrangent un peu de thunes. Et après, ils se retrouvent avec rien aussi après leur période. En fait, t'as une date de fin. Toi, t'essaies de mélanger les deux en étant digital nomade, c'est-à-dire de profiter d'être à l'étranger, mais en même temps ce qu'il faut se dire, c'est quelque chose. Exactement. Ce qu'il faut se dire, c'est que si, par exemple, tu restes 1 mois dans une destination, qu'est-ce qui t'empêche de prendre 3 jours off qu'à un endroit complètement, tu fais peut-être 3 heures de voiture ou 1 heure de vol et tu profites pendant 3 jours intenses. Après, tu reviens à ton endroit et tu reprends ta routine, tu vois. De toute façon, in fine, c'est de trouver ce qui vous convient à vous. C'est pas pour critiquer les backpackers. Chacun midi à sa porte. Et c'est ça le plus important, c'est d'être aligné avec ce qu'on veut faire. Exactement. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Pour te retrouver, de toute façon, on mettra le YouTube, Instagram, principalement. Et pour ceux qui sont intéressés par le fait de se former à nos côtés, eh bien, je mettrai juste en dessous également les formations, donc expatriation, création de business, etc. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Bye bye.